Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour Lucarne américaine parce que ça faisait presque un mois. C'est pas tout à fait vrai, il y a eu un épisode 28 pour présentation de la MLS, mais le Lucarne américaine en tant que tel, le dernier, c'était le début février, donc ouais, il y a à peu près, il y a un mois à peu près, jour pour jour. Bref, ravi de vous retrouver. Euh, merci à ceux qui sont dans le chat. Je vais vous saluer dans un instant. Je vais rappeler, vous avez l'habitude, hein, vous qui êtes dans le chat et qui êtes là en direct. Voilà, Lucarne américaine, c'est le lundi, c'est en direct. Avant, c'était 22h, je crois. Là, je l'ai mis plutôt vers 22h30. Comme ça me laisse le temps de finir de préparer ce que j'ai à préparer. Et donc, c'est ensuite disponible. Je le mets sur la chaîne YouTube de Hello, généralement le lendemain. Et sur les plateformes de podcast aussi dans la foulée à peu près. Comme ça, vous pouvez aussi l'écouter. Et je sais qu'il y a des gens qui l'écoutent en version audio, mais donc il est possible et c'est même recommandé d'ailleurs de faire comme tous ceux qui sont là dans le chat, de venir le lundi à 22h30 pour participer à l'émission. Et comme ça, si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser et véritablement être acteur de cette émission. Je vais saluer justement ceux qui sont dans le chat, qui se sont déjà manifestés dans le chat. Salut à Nacio, salut à Red qui en est à sa série de visionnage. Vas-y, c'est le numéro combien ? Le numéro 5 consécutif, Nico en HD. Je sais pas si je suis vraiment en HD, mais voilà, je sais pas si ça vaut le coup aussi, Red, mais en tout cas, voilà. Ça fait bizarre, ça, j'ai l'impression que t'es là tout le temps, donc bon, bref, voilà. Salut à Nostromo, à Lupo aussi. À ma foi, à Guillaume qui vient d'arriver, à Matt aussi, le futur champion. 5 comme 5 5 comme 5 comme 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Oui, alors tu peux y aller hein, sur les maths. Hein. J'ai eu 15 au bac, moi, hein, maths. Donc tu peux y aller. Bref, il n'y aura pas de quiz ce soir. Bonsoir à Techniv aussi. Salut à Ibra qui vient d'arriver. Non, il n'y aura pas de quiz parce qu'on est dans le cadre de l'émission. Donc on va faire un petit peu le tour des Amériques pendant 1h30, entre 1h30 et 2h. J'essaye de le faire assez court justement pour que ça soit aussi audible en termes de podcast. Et puis après, bon, je le coupe aussi un petit peu. Donc voilà, Gachardo, futur remplaçant de Crespo à Sao Paulo. C'est une très bonne question. C'est malheureux, hein, à 10 jours près, on avait Hernan Crespo à River au lieu de se taper Koudé. Hein, mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. Malheureusement, après on peut se dire que dans 6 mois, Koudé aura peut-être sauté. Donc voilà, on verra bien. Non, on va pas parler de transfert en Argentine, on va pas parler beaucoup trop de River non plus. De toute façon, ça n'a pas joué ce week-end, mais justement, ça, on va en parler du fait que ça n'a pas joué ce week-end, parce que la question m'a été posée lors des lives, et donc on va prendre un peu le temps de parler de tout ça. 6 mois, c'est optimiste? Non, c'est le tournoi et le temps d'être éliminé en Libertadores, Matt. Donc ça va, 6 mois, c'est pas mal. Ça va parler des cartons rouges d'hier. On va faire un tour un petit peu autour de 3 grands axes. Ce soir, il n'y a pas de dossier. Je sais que souvent, Lucarne américaine, il y a un gros dossier. Mais non, là, on va mettre vraiment sur le côté news parce que c'est pareil, ça fait un mois aussi. Donc, on va avoir 3 grands axes. On va parler du Classico del Astillero qui a eu lieu hier. On va aller en Équateur pour parler de cela et parce qu'on va en profiter aussi pour parler de la situation d'Emelec. J'ai dit Libertadores, c'est vrai, j'ai dit Libertadores, mais c'est Sudamericana, c'est la même, Ibra. Voilà, dès que ça va croiser un Brésilien, ça va sauter. Bref, salut à Kylian qui vient d'arriver. Donc, on va on va aller en Équateur, on va aller au Brésil pour parler de ce qui s'est passé hier, et on va aller en Argentine, et ensuite on fera un petit peu un point sur ce qui va nous attendre cette semaine, et sur les différents, on en profitera aussi pour parler des différents rendez-vous. On va parler aussi de Conca Champions, parce qu'il se passe des choses un peu pas folle et peut-être annonciatrice de choses pas folles du tout dans quelques mois. Donc voilà à peu près, j'ai dit 3 grands axes, ça fait plutôt 4 grands axes que l'on va développer ce soir. Salut à toi, football chileno, salut à toi tout simplement. On va pas parler de Chili ce soir malheureusement, de Coupe du Monde, par... Ricochet, Matt, on abordera des thèmes de Coupe du Monde, bien évidemment. On n'aura pas le choix parce que ce qui se passe en ce moment, et je parle pas des conflits, même si on peut les aborder. Il y a des choses qui aussi sont menacées, hein, notamment au niveau des barrages. On va parler surtout de ce qui se passe au niveau de la Conca Champions, parce que vous allez voir que ça peut avoir
des répercussions sur la suite, tout simplement, et sur la Coupe du Monde, parce que il y a un monde où ce qu'il se passe en Conca Champions se passera peut-être dans la Coupe du Monde, parce qu'il y a des nations qui sont présentes à la Coupe du Monde qui sont concernées. On va en parler dans un instant. Déjà, j'ai vu une info sur l'Irak pour les barrages. Ouais, il y a eu une info sur l'Irak pour les barrages. On en parlera tout à l'heure, tranquille. Voilà. Là, on est sur, tu vois, l'intro, tranquille, le tunnel d'introduction habituel, le temps de saluer, de vous saluer. 7 visionnages consécutifs pour Ibra, merci à toi. Premier titre pour Palmeiras cette année, j'en entends encore 3, nous dit Nueve. Voilà, quand il y a un lucarne américaine, il y a un Nueve qui est jamais bien loin et il se passe pas longtemps avant qu'il évoque le mot magique Palmeiras, enfin mot magique à ses yeux, à ses oreilles, choisissez en fonction de s'il est vu ou entendu. Salut à Victor Ramius aussi. Donc voilà, donc j'en profite justement dans ce tunnel. Merci Matt pour le calcul. Salut à Gonçalves aussi. Donc on va faire ce tour des Amériques. J'en profite donc pour remercier tous ceux qui nous soutiennent, ceux qui sont dans le chat, qui l'anime régulièrement, même sur les lives. Vous étiez encore hyper nombreux ce week-end, même sur le long stream MLS qui nous a emmené jusqu'à presque 5h du matin, jusqu'à presque le coup d'envoi de la J-League ou le départ du Grand Prix. Donc voilà, merci à ceux qui sont là, qui nous soutiennent, qui prennent des subs. J'en profite pour faire un instant sponsor. Il paraît que si on veut devenir un streamer qui compte, il faut faire de la pub. Je vous rappelle qu'on on a presque vu du football. Hier soir, un petit peu quand même. Sur la première partie ouais, c'était compliqué, la première partie de MLS. Mais bon, bref. J'en profite donc, je le disais, pour faire un peu de pub. Tout bon créateur de contenu fait que de la pub. Alors attends, pour le coup, on a un partenariat, donc on va en profiter. Vous le voyez passer dans le chat aussi, et je mettrai forcément les liens dans la description aussi. Si ça vous chauffe d'avoir des maillots pas trop chers, à 30 balles concrètement, on a un partenariat avec un site qui s'appelle MaxiKit. Je sais qu'il y en a certains qui les ont déjà utilisés. Je sais qu'il y a déjà eu quelques commandes Fiat via Hello, et apparemment c'est pas mal ce qui arrive. C'est plutôt de bonne qualité. Donc voilà, vous avez 10%, vous voyez le message qui arrive régulièrement dans le chat. Si vous voulez le voir et si vous voulez le lien, c'est point d'exclamation maillot, et en fait ça vous permet d'avoir 10% en mettant le code Lucarne. N'oubliez pas de le mettre, le code quand même. Et donc voilà, ça vous permet de vous acheter des maillots pas trop chers et apparemment plutôt bien foutus. J'en ai pas encore pour vous montrer. J'attends d'en recevoir quelques-uns pour pouvoir vous montrer, sachant que, parce que c'est ça aussi qui est important par rapport à nous, vous avez des maillots qui concernent nos pays, vous avez des maillots qui concernent la MLS, qui concernent l'Argentine, qui concernent le Brésil. Je crois qu'il y a du Brésil, il y a aussi nos sélections, donc vous n'êtes pas que sur de l'Europe, vous avez des maillots non européens, et ça c'est ce qui nous intéresse peut-être un peu plus nous. Voilà, j'ai fait mon instant publicité, c'est important, mais c'est aussi un moyen, si vous voulez vous faire plaisir en vous offrant des maillots pas trop chers, vous nous soutenez, parce que nous, par ricochet, si vous commandez, on touche un tout petit peu là-dessus. Le nouveau maillot du Maroc est une tuerie. Celui qui était à la CAN, où ils en ont encore sorti un nouveau, Ibra. Donc je sais, voilà. Salut à Aldecool, salut à Marty McFly en tant que 3e de conférence Ouest. Marty McFly qui joue le titre. Ils en ont sorti un nouveau, ok, je l'ai pas vu encore. Donc voilà, peut-être il est probablement sur leur site aussi, parce que je crois que j'ai vu passer le nouveau maillot du PSG sur leur site. Mais voilà, je ferai un truc plus complet quand j'aurai reçu des exemplaires, quand je pourrai en parler un petit peu plus. Mais quand même, le partenariat est là, donc voilà, si vous voulez vous acheter des maillots pas trop chers, enfin pas chers même, par rapport au prix d'un vrai maillot. C'est une bonne alternative, et puis ça vous permet indirectement de nous soutenir. Voilà, vous pouvez aussi nous soutenir. Je m'adresse à ceux qui écoutent le replay, là, pour le coup. Je vous exclus, amis du chat. Vous pouvez nous soutenir en nous suivant sur les différents réseaux sociaux. Moi, même si pour le chat, je sais que vous nous suivez, donc voilà. Mais ceux qui nous écoutent en podcast ou qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à nous suivre, à activer la cloche sur YouTube et tout. Vous inquiétez pas, on monétise rien du tout, donc parce que sur YouTube, je le rappelle, on n'a pas le droit de monétiser, puisque n'oubliez pas que la personne qui est actuellement en train de vous parler est une IA qui vole le contenu d'un créateur sans y apporter de valeur notable. On en profite toujours pour envoyer pour faire la bise, tout simplement, à YouTube. Voilà, j'ai fait mon tunnel d'intro.
14 minutes, extraordinaire. Je crois que j'ai rarement fait aussi long. Non, parce qu'il y avait l'intro et tout, machin et tout. Bon, allez, 10 minutes, on va dire. Je ne vous exclue pas, Matt. Voilà, regarde. Ouais, bonjour, Matt. Voilà, on va pouvoir y aller. On va aller le faire, ce tour des Amériques. Et comme je le disais, alors je ne vais pas lancer de jingle et de choses comme ça parce qu'on va vraiment enchaîner directement comme ça. On va commencer en Équateur. On va aller parler de Liga Pro un petit peu parce que c'est aussi l'intérêt de ce genre d'émission. J'ai pas forcément tout le temps d'écrire des papiers sur des championnats que je continue de suivre. Donc je profite aussi de cet espace-là pour le faire d'une manière un peu plus facile pour moi, de manière générale. Donc on va parler, parce qu'en plus c'était l'événement du week-end, il y a une Coupe du Monde en pièces détachées en arrière-plan. Oui, c'est vrai, elle est là. Elle est là. Elle est derrière. Il faudra... voilà, on en a parlé en live. Alors... Voilà, peut-être vous ne l'avez pas vu, je sais pas si c'est dispo, vous pouvez regarder les replays sur Twitch, ah peut-être pas. Bref, voilà, il y a une Coupe du Monde Lego qui est derrière moi, c'est le carton qui est là. Voilà, il y a peut-être un projet de vous faire ça, de faire l'assemblage en live, mais je sais pas encore comment je peux organiser ça du point de vue pratique. J'allais dire logistique, mais c'est pas le mot, du point de vue pratique. Donc on verra si je peux faire ça tranquillement. Mais oui, il y a toujours la Coupe du Monde en pièces détachées qui est là-bas, et à l'échelle 1-1, et avec 2800 pièces à assembler. Donc voilà, on va se régaler. On va essayer de se faire ça. Voilà. On y va? On part en Équateur, je le disais, c'était le 238e Classico del Asterio. Petit stream Lego plus stock, ça peut être sympa. Oui, non mais clairement, Marty McFly, Raph, mais tu vois, il y a trop de Raph en fait. Mais oui, c'est l'idée. Et puis en plus, comme on est sur ce projet en plus en ce moment où je suis en train de terminer le prochain bouquin de Lucarne Opposée, qui parle de Coupe du Monde, qui va raconter l'histoire de la Coupe du Monde et les histoires des Coupes du Monde, je suis en train de le boucler, donc il y aura une campagne de pré-vente habituelle et tout, donc ça rentre dans tout ce cadre-là, donc voilà, ça peut être sympa de faire ça comme ça, donc voilà, il faut juste, franchement, l'étape limitante, c'est pas forcément la volonté, c'est pas forcément le temps, parce que ça peut se trouver pour un stream, c'est technique. C'est du point de vue technique, comment je place une deuxième caméra, comment j'organise mon bureau, parce que j'ai pas un espace illimité. Donc voilà, on verra. Mais je pense qu'on va faire ça. Bref, on y va. 238e Classico del Astillero. Si vous ne savez pas ce que c'est le plus grand Classico d'Équateur. C'est le match que tout l'Équateur attend. C'est l'équivalent d'un Super Classico ou d'un Peñarol national. C'est Barcelona qui accueille Emelec. C'est donc le derby, entre guillemets, de Guayaquil. Pourquoi il s'appelle Classico del Astillero? Tout simplement parce que les deux clubs viennent du même quartier. Un quartier qui s'appelle El Astillero. Voilà, c'est hyper original comme idée. Barcelona a vu le jour. Est-ce que je peux vous montrer est-ce que je peux vous montrer ça? Voilà, vous avez les logos. Barcelona a vu le jour en 1925 au sein de l'école Modelo Nueve de Outubре par des descendants, dirons-nous, comme cela, de Catalans qui étaient partis de Barcelone et qui s'étaient installés en Équateur. C'est pour ça que le club s'appelle Barcelona. C'est pour ça que le club reprend le logo du FC Barcelone. J'ai raconté aussi l'histoire, mais si vous n'étiez pas là ou si vous ne la connaissez pas, c'est quasiment le logo à l'identique du FC Barcelone. Le FC Barcelone n'a pas du tout apprécié cette histoire près d'un siècle plus tard, puisqu'il y a à peu près une quinzaine d'années, le Barça avait intenté un procès en droit à l'image, en propriété intellectuelle, contre le Barcelona SC. Je vous rappelle, il est né en 1925. Donc le Barça, début des années 2010, par là, je crois, de mémoire, a attaqué le club auprès des instances de défense de la propriété intellectuelle en Équateur pour essayer de leur interdire d'utiliser ce logo et au principe que le seul droit d'exploitation de ce logo soit réservé au FC Barcelone. Ils ont perdu. Donc voilà. Donc il n'y a pas de vrai lien il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'attache entre les deux clubs, si ce n'est que les fondateurs du Barcelona Sporting Club, d'où le SC, sont des gens qui venaient de Barcelone, sont des descendants de Catalans qui venaient de Barcelone et qui ont donc voulu rendre hommage à un club qui, un siècle plus tard, essayait de fracasser cet hommage. Bref, parenthèse fermée.
Barcelona arrive en 1925. Emelec, le deuxième logo, vient quelques années plus tard. Il arrive en 1929. Et pourquoi est-ce que le club s'appelle Emelec? Bah, vous allez voir, c'est très simple parce qu'il a été fondé par des ouvriers de l'Empresa Eléctrica del Ecuador, comment dirais-je, l'industrie, l'entreprise électrique d'Équateur. Donc Emelec, Empresa. Electrica pour le L et EC pour Ecuador. Aimé, Ele, Lec, Ec. Voilà, j'ai super bien prononcé, mais bon, bref, voilà. Ça veut juste dire ça, c'est l'EDF d'Équateur, en gros. Voilà, c'est ça, concrètement. D'où le surnom du club, qui est El Bombillo. El Bombillo, ça veut dire l'ampoule. Voilà, parce que, voilà. Et vous allez voir dans un instant que c'est assez rigolo. Encore un méfait de la présidence Rosell au Barça. Ouais, c'est possible que ça soit à cette époque-là, ouais. Ils ont pris le petit club de Barcelone alors qu'ils auraient pu mettre l'Espagnol. C'est vrai. Bah après, je te laisse libre de ces propos, Guillaume. C'est pas le supporter de l'Atlético qui dira le contraire. De l'Atlético de Madrid. Donc voilà. Bref. Donc, le Bombillo, le club de l'entreprise d'électricité, tout simplement, face à Barcelona, dont l'un des surnoms est l'Idolo. Alors, je vous fais rapidement de l'histoire, je ne vais pas vous faire toute l'histoire des deux clubs, mais en gros, concrètement, Barcelona s'est fait surtout un nom, et pourquoi on l'appelle l'Idole? Parce que c'est le club des compétitions continentales, c'est le club qui renversait des géants avant qu'il y ait la LDU qui commence à gagner des Libertadores et des Sudamericana, avant qu'il y ait Independiente del Valle qui commence à gagner des Sudamericana et à faire des finales de Libertadores. Il y a eu avant Barcelona qui a été la première équipe à faire tomber Estudiantes à l'époque où Estudiantes avait enchaîné le triplé de Libertadores, donc 68, 69 et 70. Donc Barcelona est la première équipe à faire tomber Estudiantes. J'avais fait un temps additionnel il y a très longtemps sur cette histoire-là. Ça doit être l'un des tout premiers temps additionnels. Je mettrai le lien si vous voulez aller le voir, même si j'ai peur que la vidéo ait un peu vieilli. Surtout, moi j'ai vieilli depuis, mais du coup la vidéo elle doit pas être folle. Enfin, dans le sens, voilà, on va sentir qu'elle a passé quelques années. L'anecdote, c'est qu'ils avaient battu Estudiantes sur le but d'un garçon qui était curé à l'origine et donc qui a été surnommé le curé au pied d'or. Et ce garçon-là, ce buteur-là, est rentré ensuite au Pays Basque et il était instituteur et il a été l'instituteur d'un certain Unai Emery. Voilà, ça c'est pour l'anecdote. Mais Barcelona, c'est l'idole du pays parce que c'est le club qui a emmené le pays vers les premières grandes épopées continentales. Barcelona a fait une finale de Libertadores contre Vasco, perdue, mais voilà. Bref, on est sur deux géants, on est vraiment sur deux géants du pays. On est sur deux géants qui étaient pas l'un des deux est pas au mieux, on va en parler dans un instant. C'est également le club le plus populaire sur la côte équatorienne, sur la costa équatorienne depuis les années 90. Ouais, c'est ça, c'est vraiment le club, mais c'est aussi lié au fait que c'est le club qui a embarqué tout le monde véritablement, tu vois, sur plusieurs décennies, c'est le club des épopées. Et puis c'est un club qui a gagné des titres aussi, beaucoup de titres, tu vois. Donc c'est vraiment, il y a l'assemblage titres nationaux plus épopée internationale. Donc voilà, il y a une grosse cote de popularité pour Barcelona, qui joue dans l'un des stades les plus incroyables d'Amérique du Sud, le Monumental. Et justement, c'était au Monumental, ce Classico. Il y a le Deportivo Quito aussi, qui était un grand club équatorien qui a disparu. Et il y a El Nacional, qui est un grand club équatorien et qui était relégué en Série B. On va en parler dans un instant. Si je vous ai fait cette petite présentation-là, et si on parle un petit peu de ce Classico del Astillero, c'est donc qu'il avait lieu ce week-end. Et il a été marqué il y a eu surtout un seul but. Une anecdote sur les étoiles du logo d'Emelec. J'ai peur de me tromper. Je finis par confondre. Je crois que c'est les titres, mais je suis pas sûr. Je vérifierai à Alfaro. Je suis pas sûr. J'ai un doute. Parce que il y a toujours 50 000 raisons pour les étoiles. Et je sais plus. Je vérifierai et je te donnerai la réponse sur le prochain live. Comme ça t'oblige à revenir. Extraordinaire teasing. Merci. C'est ce qu'on appelle essayer de fidéliser les viewers. Bref. Oui, c'était pas forcément fameux. Alors moi, je t'avoue que j'ai pas vu le match en entier. J'ai vu des bouts et j'ai vu un long résumé. Donc oui, voilà. Après, la situation, c'était la 3e journée du championnat.
La situation pour Emelec, on va y revenir dans un instant, est pas des plus folles. C'était le deuxième match du championnat pour Emelec, le troisième pour Barcelona. Mais en fait, on va retenir, c'est cette image, si vous avez la vidéo. C'est cette action qui va aboutir sur le seul but de la rencontre. Et quand vous allez voir l'image et quand vous allez voir le buteur, vous allez vite comprendre pourquoi on en parle aussi, parce qu'il est bien connu, ce garçon au tatouage qui fait tourner son maillot. Oui, vous l'avez reconnu, c'est Dario Benedetto. C'est lui le seul buteur du match. Il en est à 2 buts en 2 matchs, le Dario Benedetto. Lui qui n'avait pas marqué le moindre but depuis octobre 2024 avant d'arriver en Équateur. Il en est à 2 buts en 2 matchs. Pour vous donner une idée, les 2 buts qu'il a marqués à chaque fois ont permis à Barcelona de s'imposer. Il y a un match qu'il n'a pas joué, c'est la seule défaite de Barcelona dans cette compétition. Vous allez voir le ralenti. C'est pas Facundo Minina. Au pétard revenant, nous dit Castencois. Bonsoir à toi, Castencois. Donc voilà, Dario Benedetto, buteur. Et très franchement, très joli but. On va pas se mentir. Très très joli but. Sur cette passe en retrait, le geste, voilà, il a encore le vrai geste du buteur. Pas mal ce Benedetto, il ferait du bien à l'OM. Franchement, il avait fait une bonne première saison à Marseille. Et très franchement, on est assez content de le voir retrouver un petit peu la joie aussi. C'est des choses qu'on dit sur d'autres joueurs. Mais c'est vrai que Benedetto, il était quand même un peu en dépression depuis quelques années à Boca. En tout cas dans l'attitude, hein. En vrai, j'en sais rien. Mais voilà, donc il est le seul buteur de cette rencontre. C'est donc, je le disais, son deuxième but en deuxième match en 2 matchs de championnat. C'est la deuxième victoire en 3 matchs pour Barcelona. Emelec, quant à lui, après avoir fait match nul en ouverture, enchaîne donc avec une défaite. Mais c'est pas là qu'est forcément le plus important. Façon de parler, parce que perdre un classico, c'est hyper important. Mais Emelec est dans une situation extrêmement compliquée entre Boca, Querétaro, Newell's et Olimpia. Il a connu des années compliquées complètement. Bon, il a 2 ans de traversée du désert à peu près. Un peu plus de 2 ans de traversée du désert, Dario Benedetto. Hein, même, voilà. Euh, la fin à Boca a été compliquée. Et comme tu le dis, les clubs qui s'en sont suivis, ça n'a pas été mieux. Donc là, voilà, 2 matchs de but. C'est plutôt bien. Donc voilà, on va se focaliser sur Emelec parce que c'est aussi l'occasion de parler de ces clubs-là. Et ces clubs sont des vrais géants. C'est vrai que si vous plongez un petit peu dans le football sud-américain depuis juste quelques années, c'est vrai qu'Emelec, ça doit pas trop vous parler parce que vous ne les voyez pas. Vous ne les croisez que très rarement dans des tours avancés des compétitions continentales. On les voit très peu briller en championnat. Vous voyez Barcelona, vous voyez la LDU, vous voyez Independiente del Valle, parce que aussi on en parle énormément et à juste titre, hein, par rapport à ce que le club fait depuis une quinzaine d'années et des conséquences que ça a au sein de la sélection et bien d'autres choses. C'est vrai qu'Emelec, pour le coup, est bien derrière. Emelec, surtout, est dans une énorme crise politique et financière. Il y a eu plusieurs polémiques qui ont émaillé l'année dernière du côté d'Emelec. La montée d'Indeve correspond à la chute d'Emelec, plus ou moins. C'est vrai. Mais en fait, les autres ont réussi à résister. Barcelona et la LDU, Emelec n'a pas réussi. Les 24 provinces qu'il y a en Équateur. Merci, Lupo. Merci pour la précision. Tu vois, merci. Donc les étoiles du logo, il y en a 24, ce sont les 24 provinces de l'Équateur. Écoute, merci beaucoup, parce que tu vois, au bout d'un moment, tu finis par oublier les étoiles. Il faudrait faire des articles sur les étoiles, tu vois ce que je veux dire? Il faudrait que je le fasse, en fait. Bref, pourquoi ça va pas bien à Emelec? On va essayer de faire un petit peu, comment dirais-je, une chronologie sur l'année qui vient de s'écouler, et vous allez voir que l'année, elle est compliquée du côté d'Emelec, et que le club est vraiment... On va pas dire aux portes de l'enfer, mais pas loin quand même. On a parlé du Deportivo Quito qui a disparu. Je vais vous parler d'El Nacional dans un instant, qui est pas loin, qui est pas bien. Mais voilà, tout a commencé en gros, on va dire l'année dernière, quasiment un an jour pour jour, le 27 février 2025, avec l'élection à la tête du club d'un nouveau président, Jorge Guzman, qui s'installe à la tête d'Emelec. Donc, il est élu le 27 février, et le 10 mars 2025, donc là vous voyez on est quasiment un an jour pour jour au moment où on enregistre, il fait une première déclaration en disant qu'il a trouvé en gros un club totalement en lambeaux, totalement désorganisé. Il explique que la présidence précédente a dépensé tous les fonds qui étaient normalement présents pour essayer de renflouer des dettes qui commençaient déjà à se creuser. En septembre,
Il explique que la dette ne continue de se creuser comme jamais, que le club a même, et c'est là où c'est assez ironique, n'arrive même plus à des soucis pour payer les factures d'eau et d'électricité de son centre d'entraînement, Emelec, Empresa Eléctrica del Ecuador, qui n'arrive pas à payer ses factures d'électricité. Avouez que c'est quand même un petit peu ironique. Et donc, en fait, voilà, tout ça pour dire que le club est dans une très, très grave crise financière. Il n'y a plus de thunes, concrètement. Il y a des sponsors qui ont du mal à arriver. Et le 14 septembre, donc peu de temps après que l'on apprend qu'il y a tous ces soucis qui continuent et cette dette qui continue de se creuser, il y a un classico face à Barcelona au Camp Nou. Le Camp Nou, c'est le stade, si vous avez l'image que vous voyez derrière le président, qui est un stade aussi absolument magnifique. Donc dans ce stade-là, chez lui, Emelec prend 4-0, concrètement. Et donc, incident en tribune, gros bordel partout. Le club se prend 4 matchs de huis clos. Les guerres internes commencent à se mettre en action. Il y a des mouvements pour essayer de faire sauter le président. Enfin voilà, c'est un gros bazar, vraiment. Et en cela, début d'année, ça continue et ça continue de se creuser. Et ça continue jusqu'à, comme le dit Nacio, qu'il y ait des dettes envers des paiements de joueurs. Et des joueurs qui attaquent, qui se plaignent. Et donc, il va y avoir une sanction de la FIFA qui va arriver. Parce qu'entre-temps, début janvier, le club et le président se retrouvent à devoir payer des dettes auprès de la fédération équatorienne, déjà, auprès de la FEF. Et donc, la Fédé leur dit, les enjoint de présenter des documents attestant qu'ils ont réglé leurs dettes auprès des instances équatoriennes. Chose qu'ils ne font pas, je crois que c'est à peu près 100 000 $. Ça ne va pas, le club n'arrive pas à certifier ses paiements. Le président explique qu'ils ont perdu 3 à 4 millions de dollars en termes de sponsoring, que en gros tout le monde se barre parce que tout le monde a peur d'une intervention du ministère des Sports. Le 14 janvier cette année, le club est sanctionné de 3 points de pénalité à l'ouverture du championnat. Dans le même temps, le ministère de l'Éducation et des Sports, la fameuse crainte qu'avait le président Guzman, déclare nulle l'inscription au registre des clubs d'Emelec par le président Jorge Guzman. Et donc, il est entre guillemets destitué par le ministère des Sports. Sa présidence, on va dire en gros, il est plus ou moins destitué par rapport à cela. Et on nomme un représentant légal, en fait, en gros, le ministère met le club, entre guillemets, sous tutelle. Voilà, ce serait une fédé, on parlerait de comité de normalisation, de choses comme ça. Il est destitué le 21 janvier, et on apprend aussi et surtout que, entre-temps, le club qui, comme je le disais, avait des dettes envers des joueurs, et notamment un défenseur argentin qui s'appelle Leandro Vega, est sanctionné par la FIFA et est interdit de recrutement. Cela aboutit à quoi? Cela aboutit à ce qu'au début de la saison, Emelec n'a quasiment pas assez de joueurs à présenter pour débuter le championnat. Concrètement, pour son premier match qui doit être contre l'Universidad Católica. Et il va y avoir une espèce de petite passe-droit, enfin en tout cas ça a fait la polémique. Emelec publie un communiqué à ce moment-là pour expliquer que la première journée ils ne peuvent pas la faire parce qu'elle est censée se jouer le même jour que les nouvelles élections pour avoir un nouveau président, le 21 février. Et devinez qui est ce nouveau président, devinez ça va être compliqué parce que vous ne savez probablement pas, ce nouveau président s'appelle José David Jiménez. Il est élu et devinez ce que faisait cet homme avant d'être président d'Emelec. Il était ministre des Sports. Voilà, vous comprenez qu'il y a peut-être quelques petites magouilles qui arrivent de par derrière. C'est donc le ministère des Sports qui a destitué le président d'Emelec, qui a mis pression et ça a fait en sorte, plus ou moins, que le club n'ait plus de sponsors et n'arrive pas à éponger ses dettes, ne trouve pas les leviers pour pouvoir éponger ses dettes. José David Jiménez arrive, le ministère des Sports vire Guzman. Élection, José David Jiménez est le seul candidat, parce que c'est ce qu'il faut préciser aussi, c'est le seul candidat pour prendre la présidence, il est forcément élu, donc voilà, et comme par hasard, le club arrive à faire reporter son match face à l'Universidad Católica, en prétextant des problèmes de sécurité qu'ils ne pouvaient pas assurer pour le match, sachant que c'était juste le fait qu'ils n'avaient pas assez de joueurs. Bizarrement derrière, les sanctions de la FIFA sont levées parce que le club arrive à rembourser la dette envers Leandro Vega.
et donc peut inclure ces nouveaux joueurs. Des nouveaux joueurs sont donc arrivés, les signatures, les contrats ont été faits, ils sont arrivés et ils ont pu démarrer leur saison à la deuxième journée. Hasard de dingue, les élections, bah elles ont été programmées comme ça, oui, mais tout est un hasard de dingue. Tout est assez un hasard de dingue. Tout ça me paraît très correct dans cette élection, je ne vois pas ce qui vous choque. Il a été à l'applaudissement, c'est pas possible. Non, 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 il a été élu avec des bulletins de vote et tout. Voilà, ils ont fait une procédure. Voilà, bref. Bon, on va pas faire les complotistes, mais on commence à la connaître un petit peu, notre Amérique du Sud. On connaît un petit peu. Dès qu'il y a des clubs importants qui sont un petit peu dans la sauce, on voit les agissements qu'il y a eu derrière. Il y a un fait quand même qui reste là, c'est que Emelec est vraiment pas bien économiquement parlant, que le club est toujours actuellement endetté auprès de la fédération. Il se dit qu'à chaque week-end, il continue d'essayer de rembourser une partie de la dette et de ce qu'il croit, et de ce qu'il doit, pardon, à la fédération équatorienne. Et cela fait que le club continue de s'exposer à une sanction et une sanction plus lourde. Et la sanction plus lourde, c'est quoi? C'est tout simplement une relégation. Et pourquoi on dit ça? Parce que c'est ce qui est arrivé à El Nacional, qui est le seul, je crois, club du pays à avoir fait 2 fois le triple campeonato, c'est-à-dire 3 fois champion d'affilée. Ils l'ont fait 2 fois dans l'histoire. Je crois que c'est le seul à l'avoir fait. Euh, Ils ont été sanctionnés l'année dernière pour des histoires de dette aussi, hein, auprès de la fédération et auprès de certains joueurs et des arriérés de salaire, etc. etc. Ils avaient d'abord pris 9 points de sanctions, et Melec en a pris que 3. Et les 9 points ont été transformés en fin d'année en relégation. Donc aujourd'hui, El Nacional est en série B. Le Deportivo Quito a disparu il y a quelque temps, plombé par des contraintes économiques. Et voilà, le risque, on va pas faire les Cassandres non plus, le risque c'est que Emelec pourrait finalement finir par tomber aussi à son tour. C'est un géant, n'ayons pas peur de le dire, comme l'était le Deportivo Quito, comme l'est El Nacional, mais c'est un véritable géant du football équatorien. Il a gagné face à lui-même, c'est bien ça, oui. Mais c'est un vrai géant, et tout cela arrive dans un contexte assez particulier en Équateur, parce que il y a un énorme mouvement, une énorme pression qui est menée notamment par Independiente del Valle, qui aujourd'hui a énormément d'influence parce que c'est un club qui gagne tout simplement, donc qui a acquis du poids et dans ses prises de position. Donc il y a un énorme mouvement qui est en train de s'opérer, qui viserait, ça va faire rire tous les amoureux de football argentin, à réduire l'élite équatorienne, qui est actuellement de 16 équipes, pour la passer à 12. Et on imagine que si on doit passer à 12, vu les problèmes économiques d'Emelec, ils peuvent se retrouver très rapidement dans la charrette. D'ailleurs, sachez que, et je terminerai là-dessus pour la partie équatorienne, sachez que cette proposition, ce projet de réduction de l'élite équatorienne pour passer de 16 à 12 va être soumis au comité exécutif le fin avril. J'allais dire une date, mais non, je crois que c'est fin avril. Donc cette campagne-là est en place, elle est en train de gagner petit à petit tous les pans des suiveurs de football équatorien. Il y a les pour et il y a les contre. Mais en tout cas, l'idée est en place. Il y a un lobbying qui est en train de s'opérer. Et ça sera, je ne sais pas s'ils décideront ou s'ils prendront une position officielle à ce moment-là au niveau de la fédération, surtout de la Liga Pro. Mais il y a une réunion extraordinaire du comité prévue fin avril, justement pour discuter de cette possible réduction. Donc vous le voyez, on est sur un géant, on est sur un géant qui est véritablement en danger en Équateur. Et c'est un géant qui, bah, voilà, comme Nacio le disait, hein, qui est tombé. Qui est tombé quand, plus ou moins de manière concomitante au fur et à mesure avec l'arrivée massive d'Independiente del Valle. On est sur un géant qui a clairement raté la marche, qui n'a pas su s'adapter à ce nouveau monde concrètement. Et là aujourd'hui, c'est compliqué. Franchement, autant faire un championnat à 4. Non, mais en fait, alors franchement, les arguments s'entendent. Euh, les arguments s'entendent à l'échelle du pays. Et autrefois, c'était à 12. Hein. Il y a eu une époque où c'était à 12 l'Équateur. Et franchement, Castencois, les arguments sont recevables sur la difficulté parfois à trouver des stades pour certains clubs, la difficulté même pour la télévision, tu vois, pour valoriser le produit, parce qu'il y a certains stades où c'est compliqué. Donc non, non, franchement, c'est recevable. Et il y a beaucoup de clubs équatoriens.
On vante le modèle Independiente del Valle, on vante par exemple la LDU qui résiste, on voit le Barcelona qui résiste autant bien que mal aussi, mais on voit qu'il y en a d'autres qui n'y arrivent plus. Ils ont perdu le Deportivo Quito qui n'existe plus, ils ont El Nacional qui est retombé en D2 sur tapis vert, tu vois ce que je veux dire, après 5 ans, à 5 ans après être revenu. C'est des grands clubs qui comptent et qui ont compté. Et il y a Emelec qui est vraiment en train de chanceler, donc c'est très compliqué. Et on développe au lieu de régresser. Le problème, Castencois, c'est le modèle économique, il n'y en a pas. Donc, tu veux développer comment? Donc j'entends l'argument de réduire. Et puis, tu vois, suiveurs d'un championnat où ils passent leur temps à ramener des petits et finalement à appauvrir le championnat, ajouter des équipes ne développe pas. Donc, pour le coup, voilà, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, voilà, on verra. De toute façon, ça, on aura le temps d'en reparler parce qu'il y a le COMEX qui va se réunir fin avril. Donc, on verra ça. Un championnat à 4, ça serait pas mal aux Philippines vu le niveau des 7 autres. Non, mais après, c'est la difficulté de la chose. Après, il y a des clubs qui travaillent, hein. Il y a des clubs qui se structurent, il y a des clubs qui ont trouvé un modèle. Mais dans les 12, ils seront pas menacés. Pas forcément menacés, ceux-là. Donc, voilà, on verra. De toute façon, c'est loin d'être fait. C'est un projet, c'est une proposition. Il y a une campagne qui est menée actuellement, qui est assez active, hein, on va dire, là-dessus. Donc, on verra bien ce que ça peut donner. Mais est-ce que 16, c'est le bon nombre? Est-ce que revenir à 12, c'est pas plus mal? Bon, écoute, on verra ce qu'ils décident. Mais on en reparlera donc dans un mois. Voilà pour la partie équatorienne. L'occasion donc de voir un but de Dario Benedetto pour ceux qui ont vu la vidéo. Si vous écoutez en podcast, je vous invite à venir sur YouTube. Déjà, ça permettra de faire des vues. Ça nous permettra de toujours pas monétiser, mais voilà, c'est bien pour nous. Et donc voilà, El Nacional a été pendant des années soutenu financièrement par les forces armées équatoriennes, notamment via l'université militaire. Oui, exactement, c'est un club militaire, El Nacional. Tout à fait, Alfaro. Donc c'est le club de l'armée en fait. Donc voilà. Et la situation économique en Équateur, elle est compliquée de manière générale, et pour beaucoup de clubs, elle est compliquée. Il y en a qui trouvent sur des soutiens ou qui arrivent à travailler avec pas grand-chose, mais un grand comme Emelec, en fait, peut pas commencer à dire, eh ben, écoutez, on va repartir à zéro, et voilà, c'est ce qu'il devrait presque faire, hein, mais c'est compliqué, c'est compliqué. Bref, on était en Équateur, on va changer de pays, on va changer de pays, on va aller forcément là où ça bougeait ce week-end. Là où ça a beaucoup bougé ce week-end. Donc voilà, les problèmes budgétaires ont entraîné une baisse de la subvention publique déjà maigre apparemment. Ouais, c'est ça, exactement. Mais ça, c'est pour un club qui était soutenu par l'armée, tu vois. Les autres qui sont des clubs entre guillemets privés, voilà. C'est compliqué. De toute façon, c'est compliqué. Les modèles économiques sont compliqués en Amérique du Sud. On en a déjà beaucoup parlé de l'économie sud-américaine. Il y a un dossier là-dessus. Donc voilà, malheureusement, ça n'a pas changé et ça s'améliore pas des masses, donc de manière générale. Va-t-on parler de Papy Gignac? Non, on va pas parler de Papy Gignac. On va aller, comme le dit Aldécool, merci pour la transition, on va parler d'un certain match au Brésil. On va parler de ce qui s'est passé. Donc, en finale du championnat d'État dans la bagarre, exactement. On va aller du côté du Mineiro. On va parler un autre classico, hein, tout simplement, entre Cruzeiro et l'Atlético Mineiro. La finale du Mineiro qui a été remportée justement par Cruzeiro, mais qui s'est terminée. Je vais mettre les images pour ceux qui ont la vidéo. Ça a démarré là, au bout des arrêts de jeu, avec ce contact entre Christian et Everson. Everson qui n'a pas apprécié justement que le milieu de Cruzeiro lui fonce dedans sur le ballon qu'il avait relâché. Et vous voyez ce qui s'ensuit. Si vous ne voyez pas, je décris. Everson lui monte dessus, l'écrase avec ses genoux. S'ensuit une énorme baston générale, mais vraiment un truc de fou furieux. Voilà, avec des scènes absolument folles. Il y a un high kick de Caio, il y a un coup de poing monstrueux de Christian sur un joueur de l'Atlético Mineiro. Il y a Cassio qui va complètement péter une durite. Ouais, c'est derrière la tête, c'est hyper dangereux. Il y a des gestes qui font vraiment peur. Il y a une énorme baston entre Villalba. Il y a Lucas Romero aussi qui met un énorme coup de poing. Il y a Hulk qui se met une grosse palanquée de coups avec Lucas Villalba. Bref, un carnage. Les commentateurs brésiliens parlaient de scènes lamentables, hein, forcément, absolument lamentables. Voilà, vous voyez, c'est parti absolument dans tous les sens.
Il y a eu des coups de poing, il y a eu des coups de pied, tout le monde a été concerné. Ça s'est terminé comment cette histoire ça s'est terminé avec la police. Concrètement, en fait, les équipes de sécurité des deux clubs et la police sont intervenus sur le terrain pour essayer de séparer les combattants. On va pas les appeler autrement, du grand n'importe quoi. Donc ça a été vraiment le bordel dans tous les sens du terme, et ça s'est fini. Finalement, ça s'est arrêté au bout d'un moment. Forcément, ça a marché. Je vous mets une petite photo. Vous avez la fin du high kick, d'un high kick aussi là-dedans. Il y a eu 2-3 jaunes. Alors, pour aller sur les conséquences, et attention à ce que vous avez vu et lu et entendu un petit peu partout, oui, il y a eu 23 expulsions, mais les expulsions n'ont pas eu lieu pendant le match. Pendant cette scène-là, elles ont eu lieu. Je rappelle que le match, c'était la fin, hein, puisque derrière. Alors, ce qui est extraordinaire, sur les images, c'est qu'il y a la baston. Les forces de sécurité, la police intervient, tout le monde se sépare, ça se calme un tout petit peu, et les mecs de Cruzeiro commencent à aller célébrer leur victoire parce que Cruzeiro a gagné, et donc a gagné le championnat d'État, le Mineira. Bref, tout ça pour dire que les expulsions n'ont pas eu lieu à ce moment-là. Elles ont eu lieu dans le rapport de l'arbitre qui a délivré 23 cartons jaunes. Et justement, ce rapport de l'arbitre, de Mateusz Kandansan, qui a demandé, lui, la protection militaire au milieu de ça. Il est resté dans son coin, il n'est pas intervenu, il les a laissés se mettre sur la gueule. Et une fois qu'il a fait tout ça, le match a été arrêté, c'était la fin de toute façon du match. Et donc, je disais, il n'a pas mis d'expulsion à ce moment-là. Il l'a fait après. Il l'a précisé dans le procès verbal. Et on a donc 23 joueurs qui ont été exclus. Vous voyez les listes, je vous les affiche. Ces expulsions. Ah non, il ne faut pas intervenir. Non, mais je n'ai pas dit qu'il fallait qu'il intervenir. L'arbitre n'a pas... Voilà, contrairement à ce que vous avez pu lire ou entendre, il n'a mis aucun carton rouge à ce moment-là. Il a sanctionné après coup. Et ça, c'est la copie du rapport que vous voyez affiché. Vous avez les exclusions et le pourquoi de la chose. Pour essayer, sans rentrer dans le détail, et donc il a bien, lui, dans son rapport expliqué quelle était l'origine de tout cela, ce choc entre Christian et Everson, et tout ce qui s'en est suivi. Bref, je le disais, et vous avez vu la liste, 23 joueurs ont été exclus, 12 côté Cruzeiro, 11 côté Atlético Mineiro. Donc là aussi, Cruzeiro a gagné. Il a mis des rouges directs dans son rapport. Exactement, Natwitch. C'est exactement ça, c'est exactement ce que je dis. Il les a pas mis sur le terrain, il les a mis dans son rapport. C'est ce que vous voyez affiché à l'écran. Voilà. Et là, la grande question, c'est celle qui est posée par Lupo dans le chat. Et voilà, c'est de savoir, en théorie, normalement, choisissez le mot, ces cartons ne vont s'appliquer que pour le prochain Nestaduais, donc pour le prochain championnat d'État et de la zone, parce que je rappelle que les championnats d'État sont organisés par les fédérations d'État, ne sont pas organisés par la CBF, ils sont organisés par les fédérations locales, et c'est pour cette raison aussi qu'ils sont aussi divers et variés dans leur format, dans leur durée, dans leur même organisation générale. Il y a des championnats d'État où il y a une seule division, il y a des championnats d'État où il y a 3 voire 4 divisions. Bref, donc la logique veut que ces cartons rouges, ces expulsions, ces sanctions ne concernent que les championnats d'État. Le problème, c'est qu'on est sur un véritable record, on est sur un record absolu dans l'histoire du football brésilien. 23 cartons rouges, c'est un record. Le précédent record, c'était 22, et c'était arrivé à 2 reprises dans un tournoi Rio-Sao Paulo en 1954, dans un match qui avait opposé la Portuguesa à Botafogo, et en 1971, dans un match amical entre Avaí et Figueirense, 22 expulsions. J'en parlerai dans une vidéo cette semaine que je vais préparer je ferai un temps additionnel là-dessus parce que l'histoire de ce Avaí Figueirense est extraordinaire. Je rappelle, si vous voulez le savoir, si peut-être un jour il y a un quiz, le record mondial c'est 36 cartons rouges et c'est un record qui vient d'Argentine, c'est selon le Guinness, tout simplement. Oui, amical, mais tu vas voir dans un contexte extraordinaire. Je fais du teasing pour la vidéo, je la tournerai dans la semaine et je pense que je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit en ligne samedi justement, cette histoire-là. Surtout qu'en plus, c'est pratiquement la date anniversaire. Et donc le record mondial selon le Guinness, c'est lors d'un match de 5e division argentine qui avait opposé Claypole à Victoriano Arenas en 2011. 36 cartons rouges. Tiens, des Argentins comme par hasard. Je parlerai de tout ça et si vous aimez les quiz alors que Soulmind vient d'arriver,
Salut à toi. Euh, Si vous aimez les quiz, sachez que le record en Libertadores, c'est 18. Il y a un article sur Lucarno Posé à ce sujet-là. C'était un Boca contre Sporting Cristal en 1971. On est quasiment à l'anniversaire parce que de mémoire, c'était le 17 mars 1971. Je sais qu'il y a un article sur Hello, mais j'en parlerai aussi dans cette vidéo-là de ces deux records-là, parce que les histoires autour de ce Boca Cristal et les 18 expulsions, et autour de ce Avaí Figueirense de 1971, la même année aussi, sont assez croustillants. Voilà, il n'y a pas un minimum pour terminer un match, c'est des expulsions qui, comme dans le cas de ce match-là, Red arrive après le match. Concrètement après une baston qui a interrompu le match. Dans le cas du Boca Cristal, c'est ce qui s'est passé. Ça arrivait après, ça a fini au poste de police pour certains et tout, mais j'en parlerai. Donc voilà. Donc la grande question, c'est ça. C'est ça, j'ai un maillot de Boca avec le sponsor Pepsi. Wow, magnifique. Magnifique. Donc voilà, donc la grande question, ça va être ça. Il se dit, vu tout ce que cela suscite au pays, auprès des instances, auprès des clubs, auprès des suiveurs, auprès des journalistes, vu comment dirais-je, les conséquences en termes de visibilité mondiale que a donné cet événement-là. Vous en avez tous entendu parler, vous avez vu tous les comptes Twitter, les meilleurs du monde nous en parler, en Jean-Michel à peu près, mais en parler. Donc ça a eu une véritable répercussion, entre guillemets, mondiale, c'est devenu viral à l'échelle mondiale. Il se peut, et il se dit que, comme tu le dis Matt, que la CBF ne reste pas sans rien faire, et il se pourrait que ces expulsions aillent bien plus loin que le simple championnat d'État. Le souci qui va se poser, c'est que 12 joueurs de Cruzeiro, 11 joueurs de l'Atlético Mineiro, bon courage pour le Brasileirão. Donc voilà, entre deux tweets sur la copine de Mbappé, exactement. La CONMEBOL ne peut pas fermer les yeux sur cette affaire. La CONMEBOL n'a rien à dire sur cette affaire. Même si tu vois, c'est pareil. On va voir quelles peuvent être les conséquences. Pour vous donner les faits, là, normalement, ça ne concerne que le championnat d'État. Maintenant, si la CBF veut s'y mettre, mais c'est compliqué. Parce que c'est dans une compétition qui n'est pas organisée par la CBF, qui ne dépend pas de la CBF. Donc administrativement parlant, c'est compliqué et ça peut créer une jurisprudence. Parce que si tu considères que dans le cadre d'une baston ou d'un geste violent, dans un championnat d'État, tu as des répercussions sur les compétitions nationales, comme le championnat ou la Coupe du Brésil, ça veut dire que chaque rouge va compter. On rappelle que maintenant, avec le nouveau calendrier brésilien, cette année, le championnat brésilien chevauche les championnats d'État. Donc ça peut avoir des conséquences. C'est pas aussi simple que ça, cette histoire. C'est pas aussi simple. Et la CONMEBOL, Nostromo, tu peux pas suspendre les joueurs de Cruzeiro pour la Libertadores, parce que ça n'a rien à voir avec la compétition qu'ils ont fait. Ils se sont battus sur un terrain, bon voilà quoi. J'ai envie de te dire, bon, c'est pas les premiers, c'est pas les derniers, hein. Donc voilà, du coup, si ça arrive en France, la LFP peut gérer et pas la FFF. C'est très différent, Matt. C'est absolument pas comparable avec ce qu'on a en France. Il n'y a pas de championnat d'État en France. Mais en gros, imagine s'il y avait des championnats d'État en France. C'est comme si un match de Coupe de Bretagne entre, je sais pas, Rennes et Lorient finisse en baston général dans le cadre d'une compétition organisée par, par la Ligue de Bretagne uniquement la Ligue de Bretagne. Et avait des conséquences sur un championnat professionnel. C'est compliqué. Ou tu vois, je dis la Ligue de Bretagne, mais je peux même imaginer un match de district, tu vois, une coupe de district entre Rennes et un bled autour de Rennes, tu vois, genre, je sais pas, genre Fougères, quoi. Enfin, ça parlera qu'à ceux qui habitent dans le coin de Rennes. Un match de Provence-Alpes-Côte d'Azur entre OM et Monaco. Ouais, par exemple, c'est très compliqué. Et en fait, c'est vraiment... Les championnats d'État sont des entités à part de la CBF. Donc, je rappelle, il y a pas mal... On en a parlé, hein, on a fait des vieux dossiers, des podcasts sur les championnats d'État au Brésil pour parler de ce que c'est. On en avait parlé quand on avait parlé du nouveau calendrier, de la nouvelle organisation du football brésilien, de l'influence des championnats d'État. Il y a un dossier là-dessus dans une lucarne américaine. Les championnats d'État étaient là avant le championnat national. Donc c'est vraiment des choses très à part. Donc voilà. Fonseca a été suspendu en France, mais pas en Coupe d'Europe, par exemple. C'est l'excellent parallèle. Merci, Luciro, de l'avoir précisé. Voilà, c'est ça. Donc, la CONMEBOL ne peut rien faire.
Descendu bien bas, c'est ça. Mais non, non, mais c'est ça. Mais même si c'est juste le championnat d'État, il faut porter plainte pour faire du pénal et montrer l'exemple. Si les joueurs se retrouvent à faire de la prison ou des services d'intérêt généraux, les prochains ne feront pas cette erreur. On verra. Franchement, on verra. Ça s'est chauffé aussi entre International et Grêmio hein, à la fin du match. Voilà. Parce qu'il y a eu un joueur de. C'est Vinicius, Carlos Vinicius, qui a fait un joli truc avec. J'ai pas l'image malheureusement pour vous montrer, mais il avait sa petite bouteille pour boire et il a fait genre je bois et il l'a mis à côté de lui pour arroser le mec de l'Inter derrière et il y a Sergio Rochet, le gardien uruguayen de l'Inter qui était pas content et ça s'est battu un petit peu. Ça s'est battu aussi en Équateur entre Independiente del Valle, on en a parlé dans le live, d'ailleurs c'était toi Matt qui était devant, donc ça s'est bastonné aussi. Il y a de toute manière, on le voit et on peut le dire de manière générale, on est dans un monde assez compliqué, assez trouble, et on voit des scènes de violence qui reviennent. Alors vous avez les violences racistes qui sont pas forcément des scènes de baston, mais qui sont pas les meilleures. Tu vois qui sont pas mieux. Je sais pas si on peut hiérarchiser, mais voilà pour le coup. Et vous avez de la violence aussi qui revient un petit peu au bord des stades et au bord des terrains dans certains endroits. Donc c'est compliqué. Faire un exemple, je sais pas. Le problème, c'est, je sais pas. On verra ce que décide la CBF. On verra si ça va plus loin. Faut toujours éviter de rester dans. C'est difficile à dire après ça. Bon, il y a pas de gros dégâts. Hein, Je sais que ça fait bizarre de dire ouais, les mecs, il y a eu une baston de fous furieux et toi t'arrives en disant mais ça va, c'est pas grave. Malheureusement, on a l'habitude. En Am Sud. Ah, pour le coup, je vais vraiment parler de folklore avec les bastons, tu vois. C'est un peu comme une baston sur un match de hockey, quoi. Donc voilà. Voilà, mais justement, Castencoa, au Brésil ou en Argentine, tu as toujours vu ce genre de scène et tu en verras encore. Voilà, parce que c'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Donc, ou une baston en rugby, ouais, peut-être qu'en rugby, il y en a aussi, ouais, j'avoue, je ne regarde pas le rugby, mais voilà. Dans l'absolu, je minimise pas hein, le truc, tu vois ce que je veux dire, mais dans l'absolu, il n'y a rien de grave là. Ils se sont bastonnés, bon, ils se sont mis 2-3 bourre-pif et puis c'est parti. Hein. On va passer à autre chose. Ils passent leur temps à dire pardon. Hulk a dit oh, j'aurais pas dû faire ça, c'est pas bien. Bon, voilà, c'est bon. On va passer à autre chose. Donc je sais pas. Ça me semblerait étrange que la CBF les sanctionne pour le championnat national, pour le Brasileiran. Ça me paraîtrait étrange et très franchement, ça déclencherait une drôle de jurisprudence. Et déjà que les championnats d'État sont pas forcément sont un tout petit peu menacés par la place que prend le Brasileiran, économiquement parlant, en termes de visibilité, en termes de calendrier et tout. Si tu commences à dire aux joueurs maintenant, dès que tu prends un carton rouge dans ton championnat d'État, tu es suspendu dans ton championnat brésilien, dans ton championnat national, bah tu vas y aller. Ils vont y aller qu'avec les U20 au bout d'un moment. Hein. Donc on verra. On verra. Mais je pense qu'ils vont prendre des amendes. Voilà, on va voir, on attend. Pour l'instant, là, au moment où j'enregistre, au moment où je vous parle, j'ai que ça comme info. C'est tout récent, c'est tout neuf, hein, donc on va y aller doucement, on verra ce qu'il y a. Comme disait mon prof au collège, les mots peuvent faire plus mal que des coups. C'est vrai, mais là, il y a eu les deux. Voilà. Il y a eu les deux. Bref, voilà, c'est le fameux match. Le nouveau record au Brésil, 23 expulsions dans un match. Et donc, vous l'avez compris, 23 expulsions après le match. Donc, pas pendant, parce que pendant, ça veut dire que le match est arrêté. Et là, le match a été plus ou moins arrêté, mais vous avez vu le chrono, c'était la 90 plus 6, et il y avait 6 minutes de temps additionnel. Le match s'est arrêté là-dessus. Bref, on verra ce que ça va donner. On verra si ça donnera quelque chose à l'échelle nationale. Mon avis, c'est que... Bon, après, peut-être que je déclenche un effet Halo, mais à mon avis, il n'y aura rien. Parce que c'est trop risqué de sanctionner à l'échelle nationale. Mais on verra. On verra. On était au Brésil. On va aller chez le voisin. On va aller en Argentine. On a dit que l'effet Halo était mort. Ben, on va voir, justement, Red. On va voir s'il est mort. Finalement, c'est assez intelligent de la part de l'arbitre de ne pas avoir expulsé directement. Le problème, c'est qu'il peut rien faire. En fait, la situation échappe directement. T'as vu les images? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, l'arbitre? L'arbitre ne peut absolument rien faire. Donc, voilà. Peut-être que la CBF va influencer l'État pour de grosses sanctions. Oui. Mais après, tu vois, c'est pareil. Sur cette question-là. Si donc ça reste une question au sein de l'État. Donc, tu vois, du championnat d'État, du Campeonato Mineiro, tout simplement. Bah, une fois que le joueur va être transféré, ça veut dire qu'il pourra jouer, par exemple, le championnat d'État de Rio, s'il va à Flamengo, ou à Fluminense, ou à Botafogo.
ou le Paulista s'il va à Sao Paulo, à Palmeiras, ou tu vois ce que je veux dire. C'est très compliqué, hein. C'est très compliqué. Et évidemment, l'arbitre, il a extrêmement... non, non, mais il est complètement on Twitch. L'arbitre, pour le coup, a extrêmement agi, a bien agi. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a, entre guillemets, demandé la protection par les militaires et par les policiers qui étaient là. Et voilà. Est-ce que ça peut exclure les équipes? Bah non, c'était la finale. Les exclure de quoi? Ah, du prochain championnat? Peut-être. Peut-être. Ça peut les exclure du prochain championnat. Ça, c'est vrai. Mais de toute façon, je pense... Mon opinion là-dessus, même si j'y crois pas trop, hein, merci Gonçalves, j'allais le dire, mais de toute façon, les sanctions ne seront qu'à l'échelle de l'État. Voilà. Après, est-ce que dans un championnat d'État, tu exclus Cruzeiro et l'Atlético Mineiro? Voilà. Je laisse le blanc et tu vois, Gonçalves te répond plus directement avec... il remplit les trous du blanc. C'est eux qui ramènent le pognon, donc c'est les deux gros clubs. Donc tu vas pas faire un Campeonato Mineiro avec l'América Mineiro, quoi. Donc bon, même si on l'a bien, hein, le lapin, hein, mais voilà. Ah, mais c'est clairement les plus gros. Hein. Cruzeiro et Atlético Mineiro, c'est... Voilà. Bon, on verra bien. On verra si ça déborde, on verra, et on verra si ça peut créer des jurisprudences aussi. Mais je suis d'accord avec le constat, hein, de dire, si tu mets pas des sanctions sévères, je suis d'accord avec toi, hein, Castencoa. Si tu commences pas à mettre de vraies sanctions sévères, ça continuera, et puis on dira, et moi le premier d'ailleurs, je t'ai dit quoi, c'est du folklore. Donc, voilà. Mais oui, si on veut véritablement enlever ça, il faut de vraies sanctions. Mais bon. Donc, on verra bien. On verra bien. On était au Brésil, et donc... On va aller en Argentine. Alors ce week-end, il n'y a pas eu de baston en Argentine. C'est pas comme au Brésil. Il n'y a pas eu de baston en Argentine. Pour le coup, ils ont été hyper sages. Bon, ils ont été hyper sages parce qu'il n'y a pas eu de match. Tout simplement. Il n'y a pas eu de championnat ce week-end en Argentine. On m'a pas mal posé la question. Notamment aussi dans les lives. Oui, il n'y a pas eu de championnat en Argentine ce week-end parce que c'était la grève. Tout simplement, ils ont décidé de faire la grève. Alors, pour essayer d'expliquer tout cela, on va essayer de reprendre un petit peu depuis le début. Je ne vais pas faire une redite. On a parlé 2 fois de ces affaires-là, on en avait parlé dans 2 lucarnes américaines. Il y a pareil, je mettrai le lien dans la rediff et tout. Il y a un dossier d'un lucarne américaine qui a été consacré à cette lutte entre les mafias qui sont au pouvoir en Argentine, celle qui est au pouvoir de la Fédération argentine contre celle qui est au pouvoir du pays, aux commandes du pays. Je vais pas tout remettre dans le détail, mais pour ceux qui débarquent, je vais juste quand même brièvement rappeler les faits. Juste pour replanter un petit peu le décor et expliquer pourquoi ce week-end on n'a pas joué. Salut à Coach Creat qui vient d'arriver. Viva la corruption. Tu arrives juste derrière ce message, Coach Creat, donc c'était pas à ton encontre, mais voilà. Bref, on va essayer de reprendre un petit peu brièvement. Je vais essayer de vous résumer un petit peu comment tout cela est parti. Tout cela, c'est parti à la fin de l'année dernière, juste avant les playoffs du tournoi. Donc la partie coupe, les playoffs finaux pour aller déterminer le champion, le vainqueur du tournoi. C'est fait, Coach Creat. On vient d'en parler. On vient de le faire. Donc tu verras ça sur le replay. On vient de le faire. On vient de parler des 23 cartons rouges. Donc, tout a démarré avec cette affaire qui a éclaté en plein championnat l'année dernière. C'est une spécialité argentine de s'amuser à changer les règles. C'est une spécialité de la Fédération argentine de s'amuser à changer les règles en cours de saison, en plein championnat. Parfois, on décide au bout d'un moment que finalement, il n'y aura plus de relégation. Parfois, c'est attends, finalement, on va organiser un match de plus pour faire ça et ça. Là, l'année dernière, ils avaient décidé de donner un titre à Rosario Central. C'était juste à la fin de la phase régulière du tournoi, du championnat. Donc Rosario Central s'était retrouvé avec un titre de champion. Il y avait eu tout un pataquès, à savoir en disant non, mais les clubs ont voté pour, tout le monde était d'accord. Il y en a un qui a foutu le bordel, c'est Estudiantes. Estudiantes qui était le premier adversaire en play-off de Rosario Central, qui l'a battu d'ailleurs. Hein. Estudiantes est champion finalement au final. Finalement, au final, c'est pas ouf, mais vous avez compris le truc. Et il y a cette fameuse affaire de la haie d'honneur que l'on a
voulu imposer à Estudiantes pour célébrer le champion. Pourquoi Rosario Central champion si vous aviez raté l'épisode? C'est parce qu'en Argentine, vous avez 2 tournois dans la saison qui sacrent 2 champions, hein, un champion, un vainqueur par tournoi. Et en plein tournoi l'année dernière, ils ont décidé, la fédération, que le vainqueur de la table annuelle, qui est le classement cumulé des 2 phases régulières des 2 tournois, j'espère que vous me suivez encore, allait avoir un titre de champion. Est-ce que c'est pour André Di Maria? Probablement, et aussi pour remercier les dirigeants de leur soutien, hein, parce que ça marche comme ça au sein de la fédération argentine. Bref, Estudiantes avait mis le feu aux poudres en tournant le dos lors de cette fameuse haie d'honneur. Derrière, ils tapent Central. Derrière, ils sont champions. C'est une guerre pas possible. Et le problème, c'est que dans cette histoire, j'en ai déjà parlé, mais je vous le résume un petit peu, c'est que Estudiantes va trouver un soutien qu'il n'aurait pas forcément voulu à ce moment-là, enfin qu'il ne veut pas forcément. D'ailleurs, Vérone, derrière, avait bien fait comprendre qu'il n'en voulait pas de ce soutien. C'est Javier Milei et sa clique. J'ai déjà expliqué pourquoi, parce que Javier Milei et sa clique essayent depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir de faire tomber la fédération argentine pour imposer les sociétés privées en Argentine. Je rappelle que en Argentine, un club ne peut pas être détenu par des fonds privés. Les clubs de football en Argentine, tous les clubs de football en Argentine sont des associations. Il y a des exceptions un petit peu cachées, hein, Talleres, Riestra, bon, c'est pas tout à fait clair. Mais le fait est que ce sont des associations à but non lucratif. Il y a un modèle social, hein, véritablement, du football en Argentine. Et c'est ça que Milei et sa clique, avec Mauricio Macri planqué un petit peu derrière, essayent de mettre en place. Pourquoi? Parce que arriver des fonds privés, ça veut dire des capitaux étrangers et ça veut dire de l'argent à détourner. Bon, bref, voilà. Bref, j'entre pas forcément dans le détail. Il y a déjà le dossier qui en parle. Donc ça avait été vraiment le gros bazar. Et ça a tellement été le gros bazar que la clique à Milei a commencé à attaquer un petit peu sur le sportif. J'en avais parlé, hein, à ce moment-là en disant oui, mais Barracas Central, c'est un club qui est toujours avantagé. En Argentine, voilà, ils avaient sorti des statistiques sur le nombre de points que Barracas avait bénéficié grâce aux erreurs, dont Barracas avait bénéficié grâce aux erreurs arbitrage. Bon, bref, voilà. Et la deuxième aspect où ils ont commencé à attaquer, c'est sur le pognon. Parce que quand deux mafias s'affrontent, elles finissent par s'attaquer sur l'argent, concrètement. Et donc, ils avaient fait intervenir la justice. Il y avait eu des dénonciations, des choses, des machins, pour que la justice arrive là-dessus et commence à enquêter sur le fonctionnement de la fédération. Et forcément, énorme sensation, énorme surprise. Vraiment, hein, on était tous tombés des nues en se disant c'est incroyable ce qui se passe, c'est du jamais vu. Bon voilà, vous avez compris l'ironie ou le sarcasme qui est caché derrière ça. Ils avaient vu que à la fédération, il y a un énorme système de détournement d'argent, un énorme système de blanchiment d'argent, de détournement de fonds, de conflits d'intérêts, d'évasion fiscale avec des sociétés écrans et tout. Bon bref. Un bon vieux système de corruption à l'Argentine classique. Et donc, c'est pour ça que c'est le bazar. Et le truc, c'est que ça va très très loin, cette histoire. Donc, l'agence de recouvrement et de contrôle douanier, qu'on va appeler l'ARCA, hein, parce que c'est son acronyme, soutient donc aussi, par exemple, à ce moment-là, j'y crois pas, c'est encore quelque chose de créé par les complotistes, ouais, c'est un peu ça, que la fédération n'a pas versé les cotisations patronales, l'impôt sur le revenu, la TVA et toutes les cotisations sociales entre mars 2024 et septembre 2025. Et ça, on parle d'une somme, c'est pas négligeable, hein, de 19 milliards de pesos. Alors ça vous paraît monstrueux, ça fait 12 millions d'euros. C'est énorme quand même, hein, d'argent qui n'a pas été reversé à l'État, hein, concrètement. Donc voilà, il y a des témoignages qui depuis sont arrivés, notamment une personne dont j'ai le nom quelque part, Monica Bouvet, qui est responsable du contrôle et de l'administration de l'AFA, ex-responsable, qui explique que tout passait entre les mains du duo Chiqui Tapia, Pablo Tovigino, dont j'avais beaucoup parlé, qui sont au centre de l'écran si vous avez les images. Bon bref, concrètement ce qui s'est passé, c'est que l'ARCA a cité à comparaître Claudio Tapia, le président de la Fédération argentine, a cité à comparaître le trésorier Pablo Tovigino, le secrétaire général Cristian Malaspina et l'ancien secrétaire général Victor Blanco et le directeur général de la Fédération, Gustavo Lorenzo. Tapia et Tovigino ont été interdits de déplacement à l'étranger, avec deux exceptions pour Chiqui Tapia, c'est pour aller
remplir ses fonctions au sein de la CONMEBOL parce qu'il est dans le COMEX, enfin il a un rôle important au sein de la CONMEBOL, mais il paye une sanction à chaque fois. Enfin, on ne sait pas qui paye, mais quelqu'un paye. Voilà, il paye une sorte de clause pour pouvoir aller assister à des événements organisés. Donc, par exemple, les tirages de la Libertadores, ou il était en Colombie là il y a pas longtemps pour je ne sais plus quoi. Bref. Et donc ces personnes-là étaient citées à comparaître, et c'est cette citation à comparaître qui a entraîné une réaction au sein de la fédération qui a décidé déjà d'émettre un communiqué pour dire que tout ce dont on les accusait était faux, qu'ils avaient tout payé, que voilà, qu'il n'y avait pas du tout d'évasion fiscale, que l'ARCA mentait, que voilà, que c'était un vaste complot, un vaste complot. Bref, pour faire tomber l'AFA. D'ailleurs, il y a des membres qui disent clairement que les accusations sont sans fondement et que l'objectif, c'est d'imposer les fameuses sociétés privées en s'attaquant à la fédération et à la structure du football argentin. Bref. Et donc, le comité exécutif, vous voyez cette photo, et cette photo date du 3 mars, s'était réuni ce jour-là, justement, pour décider et pour appeler à la grève, tout simplement. Et donc, protestation, grève, pas de championnat ce week-end, pour soutenir la fédération contre les viles attaques menées par le gouvernement argentin. Voilà. Alors, pour vous dire les choses très clairement, rien n'est réglé. Et il y a des clubs qui commencent à parler, c'est le cas de River. Il y a des clubs qui ont, enfin, il y a un club qui a vraiment pris position, c'est le cas de River. Et je ne fais pas mon supporter des Millonarios, mais pour le coup, ils ont publié un communiqué, donc j'ai pas la capture d'écran, mais je vous mettrai le lien sur Twitter si vous lisez l'espagnol, parce qu'ils l'ont publié sur Twitter. Et de toute façon, je vais vous en parler ici, donc je vais vous traduire les principaux éléments parce que c'est important et c'est très intéressant parce que ça en dit long sur le fonctionnement de la fédération argentine. Donc River a publié un communiqué dans lequel ils écrivent, et là je vais citer ce qu'ils disent: au vu des informations qui ont été divulguées ces dernières heures, le club Atlético River Plate tient à clarifier auprès de ses membres, de ses supporters et de toute sa communauté sportive son lien avec l'association argentine de football, avec l'AFA. Donc, le club explique qu'il se bat depuis plus de 10 ans pour un retour à un championnat à 20 équipes, accompagné d'un système de génération de ressources qui permettra la croissance de l'ensemble des clubs qui composent le football. Le club affirme son soutien historique au modèle des associations civiles à but non lucratif et exprime sa reconnaissance à l'AFA pour sa défense du régime des cotisations sociales en vigueur pour cette activité. Parce que c'est ça aussi que les SAD entraîneraient, c'est qu'il y aurait une perte des cotisations sociales. On est tout à fait dans la politique de Milei par rapport à cela. Bref. Mais, parce qu'il y a un mais. Donc au début, ils disent: nous, on est d'accord avec le combat pour défendre les associations sportives, on est d'accord pour défendre le modèle social avec les cotisations et tout machin, on est d'accord, on soutient l'AFA par rapport à ça, on se bat pour des choses, il glisse le retour à 20 clubs, mais il y a un gros mais. Le club estime que le fonctionnement actuel du comité exécutif ne prévoit pas les garanties procédurales nécessaires pour assurer un processus clair et prévisible dans la prise de décision de cet organe. Notre institution estime que les discussions sur l'avenir du football argentin doivent se dérouler selon des procédures claires et prévisibles. Les questions doivent être inscrites à l'ordre du jour suffisamment à l'avance et soumises au vote des membres du conseil concerné. À plusieurs reprises, le fonctionnement observé n'a pas reflété ces mécanismes, ce qui a donné lieu à des processus moins clairs que ceux auxquels River est habitué dans le fonctionnement de son propre comité directeur. Et donc, et c'est une décision importante, après ce long tunnel que je viens de vous lire, pour cette raison, et tant que les mécanismes n'auront pas été corrigés, le club a décidé de ne plus participer aux réunions du comité exécutif de la fédération argentine. Concrètement, pour vous la faire simple, pour vous résumer l'histoire, River rappelle qu'il se bat contre les SAD, qu'il ne veut pas des SAD, mais attaque la gouvernance de l'AFA, qui a déjà été attaquée par Vérone, notamment. Donc en gros, River se range plus ou moins du côté de Estudiantes par rapport à cela. Je vous renvoie vers le dossier pour la position de Vérone par rapport au SAD, où il a clairement dit qu'il était contre. Et ça, c'était une première aussi, parce qu'il a souvent été vu comme l'homme qui voulait des SAD. Il avait dit qu'il était contre dans une interview. Je remettrai le lien si vous le voulez. Et donc, River dit que en fait, l'AFA, ce n'est pas une démocratie, qu'elle ne fonctionne pas comme devrait fonctionner un modèle d'association, avec, lors des réunions du comité exécutif, un vrai calendrier, un ordre du jour et tout. C'était déjà la critique qui avait été faite lorsqu'il a été décidé de décerner un titre de champion à Rosario Central, c'est-à-dire qu'en gros, l'AFA est arrivée et a dit « on va donner un titre à Rosario Central » et personne ne peut se battre dans
au sein du comité exécutif, parce que sinon tu auras des sanctions. Donc voilà ce à quoi est en train de s'attaquer River. Alors vous avez donc une fédération argentine avec un président qui est assigné à résidence, qui paye une amende à chaque fois qu'il quitte le pays, qui est cité à comparaître, qui a changé d'avocat d'ailleurs, hein, et c'est aussi pour ça qu'il n'a finalement pas été comparaître ce week-end, ça a été repoussé. Je crois que c'est repoussé au 12 mars, donc dans quelques jours. Donc il a changé d'avocat, qui est pris en sandwich entre un Javier Milei qui veut faire exploser le football argentin parce qu'il veut que les capitaux privés entrent pour s'en mettre un petit peu dans les poches, la bise à Macri, et des clubs comme River, comme Estudiantes, qui commencent à dire « Nous, on veut pas de Milei, mais on veut pas de Tapia. En fait, on veut pas de ce fonctionnement actuel. » Et donc voilà, donc c'est intéressant, il y a des enjeux. Je dis pas que les uns sont plus vertueux que les autres, tout le monde défend ses intérêts. J'ai tendance quand même à penser que quand tu défends un modèle associatif, tu es un petit peu plus vertueux que les autres. Mais voilà où on en est. Sachez que Chiqui Tapia a réagi au communiqué de River Plate, ça le fait rire, hein, concrètement, puisque derrière les gens on lui a dit mais vous savez qu'il n'y a pas que River, il y en a d'autres, et il a répondu ah bon, ils sont plus nombreux que ça en plus, waouh. Et il a juste dit bah vous savez, nous quand on est arrivé, River faisait pas partie du Comex, voilà. Donc on est parti sur une jolie guéguerre. C'est exceptionnel. Je sais pas si on peut dire ils veulent un championnat sans magouille. Oui, forcément. Par rapport à ça, en fait, ils veulent de la transparence. Et il faut pas oublier une chose. Autant Estudiantes marche un peu sur des œufs, parce que financièrement parlant, Estudiantes n'est pas forcément au mieux. C'est un peu le bordel, pour dire les choses très clairement. Malheureusement pour eux, ils ont pas forcément l'assise économique pour venir lutter contre l'AFA. C'est-à-dire que si la fédération veut les faire chier, pour parler crûment, ils peuvent y arriver, ils ont les moyens d'y arriver. D'ailleurs, c'était les menaces de Pablo Tovigino à la fin de l'année dernière. Je vous renvoie vers les 2 dossiers qui ont été faits. Mais par contre, River, oui, peut. River n'a pas besoin de l'argent du football argentin, pour dire les choses très clairement. River est très riche. Il y a 2 clubs en Argentine qui n'ont pas besoin de l'argent du football argentin, c'est River et Boca. Et ça, pour le coup, c'est par la vente des joueurs, mais c'est aussi parce qu'il y a eu la Giannis Cup, qui leur a fait une entrée d'argent colossale. Donc c'est 2 clubs qui peuvent, pour le coup, vraiment s'y mettre. Et si un club comme River s'y met, tu sais que ça peut engendrer un mouvement. Et on aimerait bien que Boca en fasse de même, mais c'est un petit peu plus tiède du côté des dirigeants de Boca pour l'instant. On va voir s'ils vont bouger aussi, parce que Boca, normalement, aussi doit être un vrai défenseur de ce modèle-là, surtout s'il veut continuer à jouer sur son ancrage de club populaire. Donc, pas en termes de popularité, mais de proche du peuple. Pour l'instant, ils ne le font pas vraiment. Et c'est vrai qu'en ce sens, le communiqué de River est important et il peut avoir engendrer d'autres choses. On va voir. J'avais dit il y a quelques mois en conclusion du dossier, vous inquiétez pas, rien ne va se passer. Ça a l'air quand même de chauffer très fort pour Chiqui Tapia. Jusqu'à quand il va résister? Et le problème, c'est toujours le même, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on va perdre s'il tombe, mais on ne sait pas ce qu'on va gagner. Et il faut, entre guillemets, qu'il y ait un espèce de mouvement qui s'opère avec des clubs qui ont des vraies envies de changer de modèle et de sortir de ce modèle, comme tu le dis, Natwitch, de ce modèle de championnat magouilleux, hein, où la magouille est partout. Et effectivement, la magouille est partout avec Chiqui Tapia, et on le voit tous les week-ends avec certains clubs. Donc voilà. Je ne sais pas s'il va rester indéfiniment, s'il va résister. La force de Tapia, pour mettre le dernier élément dans l'équation que vous aurez à résoudre si vous aimez les maths, sans jeu de mots avec ton pseudo d'ailleurs, c'est que pour l'instant, Tapia, il a le soutien des clubs qu'il a sous tutelle. Donc les clubs qui sont exsangues économiquement, les petits clubs qui se baffrent grâce au système Tapia, eux, ils sont derrière. Mais les autres qui sont dans la sauce économiquement parlant, ils n'ont pas de grand levier. C'est-à-dire que si on leur coupe les maigres fonds qui entrent, comment ils font? Donc la difficulté, elle est là. Et c'était le même système, hein. C'est un vieil héritage, c'était le même système sous Grondona. À l'époque, l'argent qui était détourné, pour le coup, c'était de l'argent public, puisque c'était l'argent de Football Paratodos, et tous les clubs étaient sous tutelle. C'est-à-dire que si la fédération sous Grondona décidait de couper les vivres à River Plate, River était dans la merde. Là, aujourd'hui, si la fédération arrive et regarde River et leur dit on vous coupe les vivres, River va faire les quoi? Je rappelle que le champion d'Argentine gagne 500 000 $ américains. Voilà, il gagne moins que le vainqueur de la Kings League. Et on rappelle que ces 500 000 $, ils viennent d'où? Il y a 2 champions par an, ça fait donc 1 million. Et donc ces 1 million de dollars, c'est la subvention que donne la CONMEBOL. Donc c'est même pas de l'argent qui vient d'Argentine. C'est l'argent de la CONMEBOL qui donne 1 million de dollars de subvention à tous les pays.
Donc voilà. Donc le champion d'Argentine gagne 500 000 dollars américains. Donc est-ce que tu crois qu'un River a besoin de 500 000 dollars quand ils se sont mis des dizaines de millions d'euros dans les poches avec, avec ça? Donc voilà. La télé donne rien. Les droits télé, c'est 2 millions par club à peu près. Il y a 30 clubs, Red. Il y a de l'argent à répartir entre 30 clubs en Argentine et les droits télé sont ridicules. Et le président de l'ANUS, Nicolas Rousseau, l'année dernière, j'en avais parlé quand ils étaient en finale de Sudamericana. Je crois même que j'en avais parlé chez Zach. Les droits avaient dit que les droits télé, c'était moins de 2 millions d'euros. Voilà. Donc c'est ridicule. À l'échelle d'un club, c'est ridicule. Et quand on est un club comme River ou comme Boca qui ont généré des dizaines de millions d'euros par les ventes et par la Coupe du Monde des clubs, les 500 000 euros, ils en ont rien à foutre. Donc voilà. Faut pas que ce soit un proche du gouvernement qui reprenne la ligue. Bah, le risque, c'est ça, Natwitch. Le risque, c'est que si la bande à Milei gagne, ils vont tout faire imploser. Et les SAD, on l'a vu, on en a parlé, j'ai fait des dossiers sur les SAD. On en avait parlé aussi par rapport à ce qui s'était, je sais pas si Football Chileno est encore là, mais lui pourrait en parler des dégâts des SAD au Chili. Hein. Donc voilà, 2 millions par club. 2 millions par club. Je crois que les droits télé sont aux alentours des 40 ou 50 millions de dollars. Et donc, voilà. Et le budget de l'ANUS, qui a gagné la Sudamericana et qui a tapé Flamengo en Recopa, c'est entre 6 et 10 millions d'euros. Et l'année dernière, en gagnant la Sudamericana, ils ont gagné l'équivalent de leur budget annuel. Voilà. Voilà la situation des clubs argentins. C'est toujours important de la préciser. On sait bien que l'argent ne fait pas tout. Mais quand tu as un club qui a un budget de 8 millions d'euros qui joue contre un club qui a un budget de 200 millions d'euros, pour dire les choses très clairement, quand l'AS Cannes affronte l'Olympique de Marseille, ou non plus, c'est quoi, 200 millions, ça va être quoi, l'Olympique lyonnais? Tu t'attends pas à ce que l'AS Cannes batte l'Olympique lyonnais. Les plus riches sont les plus ridicules en Argentine. Ouais, par exemple, en ce moment, c'est le cas. Exactement. En ce moment, en plus, en championnat, les plus ridicules sont vraiment les plus riches. Donc voilà. Bref. Voilà pour l'Argentine, voilà pour le point, voilà pourquoi on ne jouait pas ce week-end en Argentine. On va rejouer, on joue en milieu de semaine, j'en parlerai dans un instant, il y a pas mal de rendez-vous. Mais voilà, il y a tout cela à garder en compte. Et il y a cette guerre qui se poursuit, on va voir jusqu'où elle va mener, on va voir jusqu'où elle va aller. Vous inquiétez pas, si vous êtes des amoureux de football argentin ou de la sélection ou machin, il n'y aura pas de répercussions sur la sélection argentine, ça va rien changer. Mais voilà, à l'échelle locale, il y a cette guerre qui se poursuit. Et pour le coup, vraiment, et sans faire le supporter de River Plate, je sais que même Vince en a parlé sur le Discord, lui qui est supporter de Boca. Je crois même qu'il a écrit sur le Discord, j'aurais aimé que Boca fasse un tel communiqué. Voilà. Peut-être que ça va déclencher un effet, et c'est peut-être le meilleur moyen de faire tomber ces dirigeants-là et de nommer d'autres dirigeants. On verra. On verra. On va aborder le 4e thème, 3e. Combien j'avais dit thème? 3, 4 3, 4, parce qu'il y a les rendez-vous après. On a fait quoi là? On était en Équateur, on était au Brésil. On va aller au nord, on va monter. Allez, on va monter, on monte pas, on va aller au nord. J'espère que Boca va faire un communiqué. J'aimerais beaucoup, vraiment, on a Twitch pour le coup, j'aimerais beaucoup. En fait, pour dire les choses très clairement, c'est très bien que River l'ait fait, il faut que Boca le fasse. Parce que si tu as River et Boca, ça va être compliqué là. Et derrière, ça va déclencher en fait. Normalement, ça doit déclencher derrière. Donc ouais, j'espère. Vraiment, j'espère vraiment que Boca va le faire. Surtout qu'en plus, et on en avait parlé au moment des élections, on en avait parlé avec Vince, on avait fait un dossier là-dessus sur les élections quand c'était le vrai danger. Il y avait déjà le danger Milei, Milei Macri qui voulait s'attaquer à Boca. Et pourquoi c'était important que Riquelme soit réélu par rapport au modèle qu'il portait aussi, parce que Riquelme porte quand même le modèle de l'association. Mais ça ne veut pas dire que les modèles d'association sont vertueux. Les footballs argentins, c'est des associations depuis toujours. Et les époques Grondona, c'était Magouille et compagnie. C'était des associations avec des détournements de fonds publics. Donc, il n'y a pas de... Je ne dis pas que, pour le coup, ils seront forcément vertueux. Mais là, on sait ce qui va se passer si ça arrive. Parce qu'on l'a vu autour, on l'a vu ailleurs, on l'a vu au Chili. Vraiment, on l'a vu au Chili. Donc, voilà. Quand les Argentins, on leur dit « Regardez au Chili », ils ne regardent pas. Mais pour le coup, il faudrait qu'ils regardent. Parce qu'il y a des clubs qui ont été... très très bas à cause des dégâts des SAD. Et il y a des clubs qui ont toujours du mal à s'en remettre d'ailleurs. Donc voilà, mais il faut que les locomotives s'y mettent. Alors c'est vrai que dans le mode de fonctionnement de la Fédération argentine, dans le système tel qu'il a été pensé depuis Grondona et poursuivi par Tapia, le poids de Boca et de River est noyé.
En fait, le poids des grands est noyé puisque leur voix compte autant que celle du 15e du 15e leur poids compte autant que le 15e de deuxième division. Voilà. Donc voilà, c'est compliqué. Je rappelle il y a plus de 60 clubs professionnels en Argentine, hein, dans les 2 premières divisions. Donc voilà. Merci à Pizza Bleu pour le follow. Bienvenue à toi. Ben, tu arrives au moment où on va aller. Voilà, je ne vais pas refaire la chanson que vient de nous envoyer Matt dans le chat, mais oui, on va aller au nord. On va aller dans la zone CONCACAF. On va aller faire un petit point sur ce qui va nous attendre cette semaine. Moi, ça va me permettre aussi de glisser tranquillement vers les rendez-vous et on va aborder ce qui se passe aussi en CONCACAF parce qu'il se passe des choses qu'il va falloir surveiller très attentivement dans la perspective du rendez-vous de juin prochain. On va aller du côté, donc, je le disais, de la CONCACAF avec les rendez-vous de la semaine, les 8e de finale de la CONCACAF Champions League. Ah non, maintenant, aujourd'hui, ça s'appelle la CONCACAF Champions Cup. On va entrer dans le vrai vif du sujet. On est sur les 8e de finale de la compétition. Vous voyez les affiches. Si vous les voyez, si vous ne connaissez pas tous les logos, je vais les donner et je vais vous donner ces affiches-là. Il y a... est-ce que je vous les fais dans l'ordre? Oui, allez, je vous les fais dans l'ordre où c'est affiché. Toluca qui joue contre San Diego. C'est pas dans cet ordre-là, les matchs. C'est pas, je vais peut-être même mettre cette affiche-là. Je vais mettre ça. Voilà, comme ça vous aurez dans le bon sens. On va y aller dans l'ordre justement des rendez-vous. Ça va démarrer dans la nuit de mardi à mercredi avec Philadelphie qui joue contre l'América, les Rayados qui jouent contre Cruz Azul, le LAFC qui joue contre Alajuelense, club costaricain. Dans la nuit de mercredi à jeudi, Nashville accueille l'Inter Miami, le LA Galaxy accueille Mount Pleasant qui est un club jamaïcain, j'en parle dans un instant, et San Diego accueille Toluca dans l'une des grosses affiches vraiment de ce premier tour. Le Philadelphia America est intéressant, le Monterrey Cruz Azul forcément aussi, mais le San Diego Toluca est très très intéressant et ça se terminera dans la nuit de jeudi à vendredi avec Cincinnati qui joue contre les Tigres et Vancouver qui joue contre Seattle pour un duel de Cascadia Cup. Je rappelle que c'est la région, la Cascadia, et il y a la Cascadia Cup qui concerne les 3 équipes de la région, Seattle, Portland et Vancouver. Donc voilà. Il y a de très très belles affiches, c'est les 8e de finale et justement je vais en profiter, la question est posée par Marion dans le chat. Non, c'est gratuit, c'est sur YouTube, c'est sur le YouTube de la CONCACAF, donc tous les matchs sont à voir gratuitement. C'est l'occasion pour vous non seulement de voir des matchs d'équipes de MLS de manière gratuite si vous n'avez pas Apple TV, mais c'est aussi et surtout l'occasion de voir des matchs d'équipes mexicaines. Parce qu'on vous en parle très souvent, je vous le dis à quel point c'est compliqué, et c'est pour ça aussi que j'ai du mal à faire des lives sur la Conca Champions, sur la Liga MX, parce qu'il faut aller chercher des liens obscurs, hein, on va pas se mentir. Alors, on les trouve, hein, mais je peux pas faire la promotion des liens obscurs, si vous voyez ce que je veux dire. Elle est bizarre ma phrase, hein. Mais voilà. Donc là, c'est l'occasion, justement, c'est l'occasion de voir les Rayados contre Cruz Azul, c'est l'occasion de voir les Tigres de Gignac contre Cincinnati, donc de voir ces croisements-là. Donc franchement, pour le coup, vous pouvez y aller. Donc voilà, Philadelphie, Club America, beau match sur le papier. Parce que Philadelphie, c'est pas ouf en ce moment, et l'América, c'est pas au mieux non plus. Mais oui, sur le papier, c'est une belle affiche. Très honnêtement, pour moi, les plus belles affiches, même le Rayados Cruz Azul, Rayados, c'est pas forcément au mieux. Mais j'aurais tendance à dire que pour moi, les deux belles affiches, hein, si on croise, c'est San Diego Toluca et Cincinnati Tigres. Après, oui, il y a les rencontres 100% MLS, le Nashville Inter ou le Whitecap Sounders, c'est intéressant, mais si vous voulez, dans la notion de compétition véritablement continentale, voilà quoi. Voilà. Donc ça, c'est les rendez-vous qui sont donnés. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure par rapport aux rendez-vous pour nous en streaming et ce qu'on va faire en watch party sur Twitch. Pourquoi je parle de la Conca Champions? C'est pas seulement pour vous dire qu'on entre dans le sprint, dans le véritable sprint. Je suis d'accord avec Noévé, hein, pour moi le San Diego Toluca, ça va être un match de fou furieux, hein, parce que c'est vraiment San Diego, c'est une équipe qui joue remarquablement bien et Toluca, c'est pour moi la meilleure équipe du Mexique. Donc je vais reprendre les termes de Noévé, je vais me les approprier. Ça pue le football. Ce match pue le football. Voilà, pour vous dire les choses. Malheureusement, il est à 4h30 du matin, mais c'est sur YouTube. Donc, vous pouvez le regarder en replay le lendemain matin. Tranquillement.
Voilà. Donc voilà. Mais bon, Toluca gagnera. On verra. Bah, déjà, le retour à la Bombonera, ça va être incroyable. Bref. Pourquoi je parle un petit peu de la CONCACAF Champions Cup? Parce qu'il s'est passé quelque chose. C'est très correct à l'heure mexicaine. Je sais, Soulmind. Ouais, mais toi, tu triches, t'es là-bas. C'est moche. C'est moche ce que vous faites, monsieur. Pourquoi je parle de cela aussi? C'est parce que je suis en train de réfléchir et je pense que j'ai pas mis d'image, malheureusement. Tac, 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 je regarde. Non, c'est pas grave. Du coup, je vais vous faire ça avec mon visage en gros plan. En HD, comme dirait Red. Ce qui empêche de voir jouer joueur de football élu président. J'ai pas compris, Mayo, ce que tu voulais dire. Le streamer est en train de nous dire qu'il ne streamera pas. Si, il streamera, Matt, il streamera. On en parle tout à l'heure. Pourquoi je parle de la Conca Champions? C'est parce qu'à quelques jours, il s'est passé quelque chose, à quelques jours de ces huitièmes de finale, justement, il s'est passé quelque chose qu'il va falloir garder à l'esprit et qui peut avoir des conséquences au mois de juin prochain. Vous avez peut-être vu passer cette information, comme quoi, justement, à quelques jours d'aller devoir se déplacer aux États-Unis pour affronter le LA Galaxy, le club jamaïcain de Mount Pleasant s'est retrouvé face à un énorme problème puisqu'il a 10 joueurs à qui le visa n'a pas été accordé par les instances américaines. Ils n'ont pas le droit de pénétrer sur le territoire américain. Parmi ces 10 joueurs, alors c'est déjà un problème pour le club en lui-même, mais pourquoi ça peut être un problème dans les mois à venir? Parmi les 10 joueurs, il y a 6 joueurs haïtiens qui n'ont pas le droit. Je rappelle que Haïti fait partie des 19 pays dont les citoyens sont interdits d'entrer sur le sol américain. Et on avait fait comprendre, je vais y revenir dans un instant, que ça ne toucherait pas les athlètes. Voilà, pour la Conca Champions, ça touche les athlètes. La CONCACAF a été informée de la situation. Elle essaye de trouver un système pour résoudre le problème. On est à quelques jours du match. À l'heure où j'enregistre, il n'y a pas de solution qui a été trouvée. Et à l'heure où on parle là, peut-être que ça va arriver, hein, l'entraîneur de Mount Pleasant, Theodore Whitmore, n'a que 7 ou 8 joueurs non, je vais la faire autrement, est contraint d'utiliser 7 à 8 joueurs issus de ces équipes de jeunes pour compléter son effectif parce qu'il a 10 joueurs qui n'ont pas de visa pour aller aux États-Unis. Ça fausse totalement la compétition. Alors évidemment que Mount Pleasant n'était pas favori face au Galaxy. Évidemment. J'invente pas un football, hein. Mais voilà. Et pourquoi c'est important cette histoire? Parce que je parle de joueurs haïtiens et Haïti est qualifié pour la Coupe du Monde. Et ce qui est intéressant par rapport à tout cela, c'est qu'il y a une autre compétition qui se joue en ce moment et qui concerne les États-Unis. Et là, on va sortir du cadre du football, mais c'est un papier que j'ai vu sur Sportico. Je vous mettrai le lien. Le papier est hyper intéressant. C'est la World Baseball Classic. C'est une compétition qui oppose plusieurs nations du baseball: Japon, Porto Rico, États-Unis, etc., etc., Cuba. Dont certains matchs se déroulent à Houston et à Miami. Et en fait, comme je le disais, ils ont précisé l'année dernière, Trump et sa bande, que les athlètes, les entraîneurs et le personnel d'encadrement participant à des événements sportifs majeurs, ainsi que les membres de leur famille immédiate, ne seraient pas soumis aux interdictions de voyager imposées par l'administration. Souvenez-vous, dans un live précédent, dans une émission précédente, et même moi sur Twitter, j'ai été confronté à ça, quand ils ont commencé à donner la liste des pays interdits, tout le monde nous a répondu « Oui, mais c'est que pour les touristes. » Voilà. Sauf que cet élément-là, donc c'est normalement les athlètes, leur entourage, les entraîneurs et les staffs ne sont pas soumis à ces interdictions. Les supporters, bien sûr, eux, sont soumis à ces interdictions. Les journalistes sont soumis à ces interdictions. Les sponsors et même les membres d'une délégation nationale qui n'ont pas de lien d'encadrement au sein de l'équipe sont soumis à ces interdictions-là aussi. Ça, c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Et ce qui s'applique là, dans le cadre de cette fameuse World Baseball Classic, c'est que l'on a appris que la fédération cubaine, justement, la fédération cubaine de baseball, l'a appris à ses dépens, puisque jeudi dernier, la semaine dernière, elle a annoncé que 8 de ses membres de sa délégation n'ont pas le droit d'avoir un visa. Et parmi ces membres, c'est pas n'importe qui, hein. C'est le président de la fédération, le secrétaire général, l'entraîneur des lanceurs, notamment. Donc, là, pour le coup, on a le président de la Fédé plus un membre du staff qui n'a pas le droit de pénétrer sur le territoire américain pour jouer la World Baseball Classic. Souvenez-vous des discours qui avaient été donnés sur le côté
tous ceux qui concernent le sportif ne seront pas concernés. Voilà. Voilà. Et ça peut être, ça plus l'affaire Mount Pleasant, ça commence à dire, attention à ce qui peut se passer au mois de juin. Attention à ce qui peut se passer au mois de juin pour Haïti. Et justement, comment ça va se gérer dans le cadre d'une Coupe du Monde de football où l'on prévoit l'arrivée de 5 à 7 millions de personnes? Comment ça va être géré par le gouvernement? Et justement, il y a un porte-parole de la Maison-Blanche qui est cité dans cet article de Sportico qui dit, je vais vous le citer parce que c'est voilà, c'est magique. Donc, il a été invité à commenter l'impact de ce processus de délivrance des visas sur la World Baseball League et sur la Coupe du Monde l'été prochain. Ce porte-parole, qui n'est pas nommé, on ne sait pas qui c'est, a déclaré, je cite et je lis, parce que c'est important d'être précis, grâce au leadership du président Trump, la Coupe du Monde de football 2026 sera l'un des événements les plus grands et les plus spectaculaires de l'histoire de l'humanité, ici même, aux États-Unis d'Amérique. Cet événement générera des milliards de dollars de retombées économiques et créera des centaines de milliers d'emplois dans notre pays. Le président s'efforce de faire de cette Coupe du Monde la plus grande de tous les temps, tout en veillant à ce qu'elle ne soit la plus sûre et la plus sécurisée de l'histoire. Est-ce qu'il répond à la question? Non, mais bon, on a l'habitude. Bref. On dirait 1984. C'est exceptionnel. On a l'impression d'écouter la présentatrice digitale en Corée du Nord. Non, mais c'est exceptionnel, ce genre de réponse. Et donc, la Maison-Blanche a rappelé que l'administration ne dérogera pas à l'application de la loi américaine, qu'elle procédera à un examen approfondi pour déterminer l'éligibilité du visa. Et vous voyez ce que ça a comme affaire actuellement sur la World Baseball Classic. C'est une compétition de baseball. Vous voyez aussi ce que ça a à faire avec le football et les compétitions de la CONCACAF. Alors, vous pouvez vous dire, ouais, mais c'est Mount Pleasant, c'est une équipe jamaïcaine avec 6 Haïtiens, on s'en fout. Haïti est à la Coupe du Monde, fait partie des pays dont les ressortissants sont actuellement interdits d'entrer aux États-Unis. Quel impact ça peut avoir sur la sélection haïtienne? Quel impact ça peut avoir sur les autres sélections qui sont par exemple en train de préparer des barrages internationaux ou d'autres qui sont déjà qualifiés? Exactement, on pense à l'Iran par exemple. Est-ce que l'Iran va y aller? Pour l'instant, est-ce que l'Iran aura le droit d'aller à la Coupe du Monde, tu vois? Parce qu'il y a eu les rumeurs comme quoi la fédération iranienne allait déclarer forfait, c'est faux. C'est des rumeurs. Donc voilà, c'est très compliqué. Et est-ce qu'ils ont la possibilité... Enfin, là, en fait, ce qui peut se passer, c'est que ces règles-là vont fausser. Alors, on est d'accord que ça soit l'Iran ou que ça soit Haïti ou que ça soit une autre nation, Haïti n'est pas favori pour gagner la Coupe du Monde. Mais ça serait une première fois dans l'histoire que l'on interdit un pays de participer à l'épreuve. On a interdit à des pays de participer aux campagnes de qualification dans l'histoire de la Coupe du Monde, ça c'est vrai. Il y a eu des pays qui ont été suspendus. L'Afrique du Sud a été suspendue à cause de l'apartheid, par exemple. Donc il y a eu ces éléments-là. Mais on n'interdit pas un pays qui s'est qualifié alors qu'il n'y a rien qui l'interdit, à part une mesure menée par... Oui, la Russie, par exemple, oui, effectivement. Mais une fois qualifié, normalement, ça n'arrive pas. Donc on va voir. On va voir ce qui va se passer. On nous avait promis, mais on a l'habitude avec eux et avec tout le monde de manière générale. Je rappelle, écoutez ce conseil de vieux sage, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Qu'il y a toujours les discours et les actes. Le discours, c'est il n'y aura pas de problème. Les actes, c'est Mount Pleasant n'a pas le droit d'emmener ses joueurs pour jouer un match de Ligue des Champions de la CONCACAF et une compétition internationale de baseball. Et pour l'instant, faussée parce que, entre guillemets, est perturbée, on va dire pas faussée, mais elle est perturbée par des mesures administratives américaines qui imposent des règles qui sont hors du cadre sportif. Ils sont qualifiés, Haïti. Ils sont directement qualifiés maillot jaune. Ils ne sont pas du tout en barrage, ils sont qualifiés. Donc voilà, ils sont à la Coupe du Monde. Donc ouais, ça peut être rapidement un vrai problème et c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller de très près. Voilà, il n'y a pas de prise de position des instances. Alors, bon, vous allez me dire, mais que fait la FIFA? La FIFA sur l'affaire Mount Pleasant, elle n'a rien à dire. Donc voilà, la FIFA sur les conflits armés, elle n'a rien à dire. Elle ne peut rien dire et elle n'a pas le droit, elle n'a rien à dire parce que c'est pas son rôle. Faut pas lui demander de jouer un rôle qu'elle n'a pas à jouer. C'est valable pour n'importe quelle institution sportive, de manière générale. Donc voilà. C'est déjà arrivé pour une Gold Cup ou des qualifs de Gold Cup. Pour des qualifs, ça peut arriver que tu sois exclu. Pour une compétition finale,
exclu sur des critères sportifs ou exclu parce que ton pays est entré en guerre, voilà. Mais là, le tort, entre guillemets, le tort d'Haïti, c'est d'être Haïti, en fait, aux yeux des Américains. Tu vois ce que je veux dire? Et l'autre problème qui va se poser, alors là, on parle en termes de sport, machin, mais pour ceux qui vont vouloir aller voir la Coupe du Monde sur place, quand on voit le processus de tirage au sort, ouais, ça a dû arriver pour des Cubains, Gonçalves. Ça a dû arriver pour des Cubains. Donc, pour tous ceux qui vont vouloir aller suivre leur sélection, qui sont obligés d'acheter leurs billets en amont, parce que c'est le processus de tirage au sort de la FIFA avec des prix de place, je te raconte même pas. Si au dernier moment on leur refuse le visa, bon courage. Hein. Bon courage. Donc voilà, à suivre. Ça va être très intéressant. Enfin, c'est intéressant à suivre et c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder vraiment de près. Parce que c'est toujours pareil. Hein, on dit toujours oui, mais ça c'est rien, c'est pas grave. Oui, c'est toujours pas grave. Et puis au bout d'un moment, on déplace et on s'aperçoit que on aurait dû faire attention aux signaux avant-coureurs. On joue pas les Cassandres, mais voilà. D'ailleurs, Nico, tu as vu le problème pour la sélection irakienne actuellement? Il demande à la FIFA de changer la date ou l'emplacement pour le match de barrage. Oui, j'ai vu. Alors, en fait, il le demande pour deux choses. On peut en parler. On va en parler. On en parle, tiens. On en parle. Il le demande pour deux choses, en fait. La première chose, c'est de savoir s'il va y avoir exclusion, comme il se dit, de l'Iran. Parce que si l'Iran est exclu, l'Irak n'a pas à jouer le barrage. Parce que de fait, l'Irak qui a gagné le barrage serait qualifié d'office et ça serait les Émirats Arabes Unis qui devraient jouer le barrage. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point pour lequel ils se battent pour changer la date, en fait, ils veulent changer la date parce qu'ils veulent pour le coup ils veulent qu'il y ait une réponse claire. En fait, ils veulent pas aller jouer un barrage si derrière on leur dit qu'il n'y avait pas besoin. Imagine en plus le bordel si jamais ils excluent l'Iran. Enfin bon, bref. Et le deuxième point, c'est que l'espace aérien irakien est clos. Est fermé jusqu'à début avril. Et donc, il y a d'énormes problèmes de logistique pour faire venir ou partir les joueurs du pays pour aller jouer le barrage au Mexique. Barrage qui est prévu le 26 mars, à la fin du mois. Donc, ça veut dire que l'espace aérien sera toujours fermé au moment où il y aura le barrage intercontinental. Donc, il y a un double problème pour l'Irak. Un, ils voudraient savoir s'ils ont besoin de le jouer ce barrage, et deux, comment ils font. Donc voilà. Et on est exactement, Matt, on est à 2 semaines du barrage, personne ne sait rien, c'est merveilleux. Pitié, pas les Émirats, on est d'accord. Mais le fait est que s'il y a la décision d'exclure l'Iran, ou si l'Iran décide de ne pas y aller, ce qui apparemment est une fake news, hein, parce que j'ai vu passer, tu pourras me confirmer ou pas, Kylian, toi qui suis beaucoup plus le foot asiatique plus près que moi, il me semble avoir vu passer que la fédération iranienne a nié le fait de ne pas aller à la Coupe du Monde. Mais c'est un vrai problème, J'en profite d'ailleurs pour parler des barrages. C'est ça, 26 et 29 mars, les dates des barrages, 26 les demi-finales et 29 la finale. J'en profite juste pour rappeler, parce qu'il y a eu, vous avez tous forcément vu passer ça, l'information avec l'assassinat d'El Mencho au Mexique et toute la violence qui s'en est suivie à ce moment-là. Oui, la FED a dit que c'était faux, voilà, c'est ça. Et toute la violence qui s'en est suivie derrière ça. Les matchs à Monterrey et surtout à Guadalajara sont maintenus. La FIFA a d'ailleurs ouvert la billetterie en ligne pour les matchs de barrage de la fin du mois. Petite anecdote amusante, sachez que si vous voulez aller voir, c'est pour Soulmind dans le chat qui est au Mexique, si vous voulez aller voir les matchs, les prix sont entre 10 et 15 euros pour aller voir les matchs de barrage intercontinentaux qui vont se dérouler, donc les 26 pour les demi-finales et 29 pour la finale. Et comme on l'avait annoncé l'autre jour, quand tout le monde disait « Oh là là, la Coupe du Monde est en péril, il y a des bus qui brûlent, ils ont tué El Mencho, c'est la violence partout au Mexique, on va tous mourir, c'est la fin du monde », non, ça va, c'est reparti comme avant, tranquille. C'est pas le premier qui se fait buter, c'est pas le dernier. Et donc voilà, donc ça va se passer tranquillement, sauf que il y a l'Irak qui ne sait pas ce qu'il va faire. Et effectivement, il y a 15 jours de cela. Et comme je le disais, c'est pareil, on demande à la FIFA de prendre position, mais la FIFA ne peut pas prendre position. Les instances sportives ne peuvent pas prendre position. Et ça avait été le cas par rapport déjà précédemment pour les précédents les JO, pour les précédentes Coupes du Monde. Normalement, il faut qu'il y ait une sanction internationale il faut qu'il y ait une décision internationale pour qu'une fédération sportive
prennent une décision d'exclure un pays ou pas, normalement. Bref. Les amis, les rendez-vous. Les rendez-vous, parce que justement, on va parler de rendez-vous cette semaine et tout. On va parler de tout cela. On a vu à peu près sur les dossiers, on va arriver sur la dernière partie, donc justement les rendez-vous de la semaine. Je vous ai parlé de la Conca Champions, je vous ai pas évoqué la Libertadores, mais il y a de la Libertadores cette semaine. Il y a de la Libertadores gratuite aussi et surtout. Et donc du coup, on va la regarder ensemble. Il y a le match retour entre Botafogo et Barcelona, Dario Benedetto. On a parlé de Barcelona en début d'émission. Le match retour entre Botafogo et Barcelona, c'est dans la nuit de mardi à mercredi à 1h30. Et on va le faire, puisqu'il est gratuit, il est dispo sur YouTube. Donc on va le faire. En parallèle, n'oubliez pas qu'en parallèle, vous aurez, si je ne me trompe pas, attendez, laissez-moi vérifier la date 2 secondes, que je dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. En parallèle, à minuit, vous avez Philadelphie America qui sera sur YouTube. Et à 2h, vous avez Monterrey Cruz Azul. Donc nous, on sera en parallèle sur ces 3 matchs-là. Et on se posera sur le match de Libertadores. On fera une sorte de soirée américaine, de manière générale. Moi, je bosse jusqu'à 1h du matin. Donc je prendrai l'antenne pour le coup d'envoi de Botafogo. Donc j'arriverai vers 1h15, je pense. 1h15, 1h20. Donc voilà. Ça, c'est pour le premier rendez-vous de la semaine, donc dans la nuit de mardi à mercredi. Ensuite, dans la nuit de mercredi à jeudi, je ferai pas. Il y a Nashville, Miami qui commence à minuit, et moi je finis à 1h, donc on va pas le faire. Je vais pas faire le match pour 45 minutes, mais vous pouvez le voir, ça sera sur YouTube. Je vais mettre tous les liens et tout. Ouais, American Night, voilà, c'est ça. Ça fera plaisir aux autres. Par contre, la nuit suivante. Il y a Cincinnati contre Tigres à 1h du matin. Donc là, pour le coup, je prendrai l'antenne vers minuit 30, minuit 45. Et on refera le match ensemble. Je rappelle, ça sera sur YouTube. Donc on regardera Cincinnati, Tigres tous ensemble. Donc on se fera une soirée Conca Champions à ce moment-là. Et on va donc se focus sur ces matchs qui sont disponibles pour tout le monde gratuitement sur YouTube. Comme ça, on peut être tous ensemble en train de regarder les matchs et de discuter ensemble autour des matchs-là. Ensuite, ça, c'est les deux rendez-vous de la semaine. Vous les gardez à l'esprit. Dans la nuit de mardi à mercredi, aux alentours de 1h30 du matin, et dans la nuit de jeudi à vendredi, vers minuit 30, minuit 45. Voilà. Donne-moi l'info, Gringo, vas-y. Je sais pas, j'ai parlé de Mount Pleasant tout à l'heure, donc si tu as une info que j'ai pas citée, on va le savoir très vite, mais tu peux la donner dans le chat. On peut faire des live replays. Tu penses à quoi? Tu penses au San Diego Toluca? Oui, j'en ai parlé tout à l'heure, Gringo. Donc, c'est plus une info. C'est plus du tout une info. Donc, 2 rendez-vous en milieu de semaine, dans la nuit de mardi à mercredi et dans la nuit de jeudi à vendredi. C'est déjà ça. Et il y aura ensuite, normalement, le traditionnel, l'habituel rendez-vous, normalement MLS samedi. Je l'ai évoqué hier en direct. Je ne sais pas encore si je le ferai. À quelle heure je le ferai, voilà, pour dire les choses, parce que je suis je vais rentrer de Bordeaux, je l'ai dit l'autre jour, donc je ne vais pas voir le match de commémoration de merde là, je vais pas voir les Girondins, je suis à Bordeaux dans une grande partie de la journée, donc voilà, je ne sais pas encore comment je vais rentrer. Juste pour vous donner le programme de la MLS dans la nuit de samedi soir. En théorie, le match qui aurait ouvert notre session MLS, c'est Columbus-Nashville. Il est annoncé à 23h15. Donc en théorie, on arrive vers 23h. Voilà, en théorie, samedi, on arrive vers 23h. Si on n'arrive pas à 23h samedi, on arrivera, je pense, après. Et on arrivera donc pour le multiplex de minuit 30. Donc on arrivera vers minuit 15. Et le multiplex de minuit 30, je vais y arriver, c'est compliqué. Les 3 matchs, c'est Charlotte-Miami, New York City-Colorado et Orlando-Montréal. Ça, c'est pour les rendez-vous de samedi soir, pardon, pour la soirée nord-américaine. Et ensuite, il y aura la soirée sud-américaine de dimanche, si j'ai bonne mémoire, parce que je ne l'ai pas noté et j'aurais dû le noter. Mais si j'ai bonne mémoire, de toute façon, quelqu'un me corrigera dans le chat, peut-être avant la fin de l'émission. Le match de dimanche soir en Argentine, c'est Huracan River. Je crois. On n'est pas sûr d'ailleurs que le match se joue au Duco, parce qu'il y a eu un parking qui s'est effondré pas très loin du stade et le coin est encore très compliqué. Et normalement, ça parle de jouer à huis clos, mais Huracan ne veut pas jouer à huis clos contre River. Ah non, c'est River Sarmiento. Merci Red.
Alors, donc, ça sera River Sarmiento. Huracan River, c'est en milieu de semaine. Merci de me corriger, Red. Je savais que quelqu'un me corrigerait. Et donc, Huracan River, c'est pas sûr qu'il y ait du public en milieu de semaine. Bref. Voilà. Donc, les rendez-vous de la semaine. Dans la nuit de mardi à mercredi, dans la nuit de jeudi à vendredi, et après soirée nord-américaine samedi, soirée sud-américaine dimanche prochain. Voilà. Contre le Galaxy, on va aller explorer la Voie lactée 110 joueurs. Ah oui, non mais ça, oui. Mais on en a parlé, Gringo, on a fait un gros dossier là-dessus. Oui, tu arrives très tard, Ito, bonsoir à toi. Side note, j'ai la VHS de 94 que j'ai pu retrouver sur YouTube, au cas où tu veux te le remémorer, Nico. World Club 94 All Match and Goals sur la chaîne Football Maniacs officielle. Ok, après, toi je pense que tu connais l'adresse, ou pas hein, d'ailleurs. Si tu veux voir des matchs de Coupe du Monde, tous les matchs de Coupe du Monde, quasiment tous. Après, il y en a certains, c'est des longs résumés ou des choses comme ça, parce que parfois c'est compliqué. Footballia, c'est la référence. Hein. Donc, trop de Macron en France, Macri en Argentine. C'est la même, même racine. Horaire façon Dembélé 2026, on n'est plus en 2025. Ouais, c'est ça. C'est ça. Là, t'arrives vraiment à la fin, Ito, parce que là, on va y aller. Mais Footballia, allez-y. Hein. Et le site de la FIFA, c'est vrai, j'y pense pas, mais le site de la FIFA. La FIFA met tous les anciens matchs en HD. Ouais, tu as raison, Gonçalves. Je sais plus jusqu'à laquelle il remonte. 70, je crois. Je sais pas s'il y a 66 sur la FIFA. Mais là, c'est la VHS résumée. Je trouve que c'est très bien fait, de bonne qualité. Ok. Eh ben, écoute, elle est sur YouTube, tu as dit. Ouais, j'ai noté dans le chat. Ok, je regarderai ça. Mais bon, voilà. Donc, on arrive au bout, messieurs, dames. On arrive au bout de cette histoire. Oui, tu as raté le Royal Rumble entre Cruzeiro et Mineiro. On en a parlé au début de l'émission, Gringo. Donc, voilà, je t'inviterai à aller voir tout cela. La FIFA remonte à Mondial 66. Très bien. Donc, vous pouvez aller voir tous les matchs de Coupe du Monde jusqu'au Mondial 1966. On arrive au bout de cette émission. J'avais dit un peu moins de 2 heures. On y est. Et de toute façon, sur le montage du podcast, ça fera beaucoup moins parce qu'il y a des parties que je vais forcément enlever parce que c'est peu audible puisqu'on est sur des interactions avec le chat. Du coup, séparé plus court. Et quand je conclus en disant on a fait un peu plus de 2 heures et que vous écoutez le podcast et que vous voyez un podcast qui dure 1h30, vous dites mais il se passe quoi? Ben voilà, il se passe qu'il faut être là le lundi soir pour Lucarne Américaine avec tous ceux qui sont dans le chat parce qu'il y a plein de questions qui se posent et il y a plein d'échanges qui se mettent sur d'autres thèmes. On a des débats parallèles assez souvent que je n'inclus pas forcément dans le podcast pour le rendre audible. Je vais vous laisser là. Merci d'avoir été présent dans le chat comme d'habitude. Merci d'être toujours là. Hola au moment où je m'en vais. Nir qui débarque à peine en retard mon ami. T'écouteras en replay. N'hésitez pas à nous suivre donc sur les différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner sur nos différentes plateformes ou sur lesquelles vous nous écoutez. Et donc voilà, on se retrouve dans le milieu de semaine pour les watch parties et pour continuer à parler de nos footballs avec plein de digressions possibles sur les watch parties. C'est même quasiment essentiellement des digressions. Merci à vous tous d'avoir été là. Merci à ceux qui regarderont les replays ou écouteront les replays. Pour le prochain Lucarne Américaine, peut-être probablement lundi prochain, sauf imprévu. Sinon, les rendez-vous des watch parties, j'ai donné le programme. Bonne semaine de foot à tous. Je sais que vous allez tous regarder les compétitions européennes et vous avez raison, mais vous avez vu, il y a de la Conca Champions et de la Libertadores. On a du taf cette semaine, les amis. Bonne semaine de foot, on se repose un peu et on a une grosse semaine et on se retrouve pour les prochains lives et lundi prochain pour le prochain Lucarne Américaine. Salut tout le monde.